Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie du Québec et de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous ouvrons aujourd'hui le rideau derrière la conception et fabrication d'une fusée. Je suis accompagné de Frédéric Bérubé et de Émile Veilleux qui nous en parlera. Mais avant ça, un petit peu de housekeeping pour les derniers épisodes. Donc l'épisode 10, qui était le dernier que j'ai enregistré, qu'on a enregistré avec moi et Samuel Lemieux, portait sur la 4e révolution industrielle, qui est en fait communément appelée l'industrie 4.0, qui porte sur la collecte de données et tout ça. Je savais même pas qu'on était rendu à 4 révolutions industrielles. Fait que on en a appris en parlant avec Sam, qui a travaillé là-dedans et s'y connaissait beaucoup. Ensuite, écrivez-nous si vous avez des propositions d'épisodes, ça serait très grandement apprécié. Vous pouvez m'écrire à emile.demers.1@hotmail.com si vous avez un beau projet que vous voulez parler ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille sur un beau projet, n'hésitez pas à me contacter. Et puis finalement, vous pouvez mettre des ratings d'épisodes sur Spotify et Apple Podcasts, donc faites-le, c'est une obligation. Maintenant, le sujet principal, donc, bienvenue Frédéric et Émile, un autre Émile, et Frédéric, ben là, Frédéric, Yes. Frédéric, on se connaissait déjà, mais Merci. ouais, écoutez les gars, j'ai vu sur Facebook, au début, je m'étais préparé une première question d'entrée qui était, j'ai vu que vous avez fait un premier test avec une poussée de 2700 newtons, avec à peu près 3000 d'attendu, mais là, hier ou avant-hier, j'ai vu finalement un deuxième test qui dépassait le 3000 Ouais, exact. newtons, fait que ma question n'a plus vraiment rapport. C'est ça. Ben, vous devez être assez fiers de ça, Non. finalement. Vas-y. Ouais, en fait, on peut un peu discuter de ça rapidement, ou pas, à fond. Dans le fond, quand on s'était discuté, quand on s'était parlé avant pour planifier le podcast, c'était comme entre nos deux tests, puis on a réalisé un autre test juste après. Puis ce test-là, on a poussé justement 3350 quelque chose, je crois, Newton. 57, ouais. 57. Fait que ouais, ce qui est comme 357 newtons de plus que notre objectif, ce qui est vraiment bon. C'est sûr, par contre, que c'était ce test-là avait quand même d'autres problèmes parce que comparativement au premier test où il faisait 25 un 5 novembre, parce qu'on était vraiment chanceux, là, ben, il faisait comme 2 degrés Celsius toute la journée. Là, on était plus dans l'air du temps, je dirais, en termes de température. Puis on a eu des problèmes de remplissage, puis à cause des problèmes de pression dans le réservoir, parce que la pression de notre comburant varie beaucoup avec la température. Fait qu'on n'avait pas autant de masse désirée de comburant. Donc, on a eu un test qui était moins long. Fait que, mettons, en termes de tendance puis en termes de résultats globaux, ce test-là est peut-être un peu moins bon que le premier. Par contre, nécessairement de voir la poussée maximale avec... Parce que dans le fond, ce qu'on a changé entre les deux tests, on a augmenté le débit de comburant dans le moteur. OK. En changeant Fait qu'en le ayant vecteur. plus de comburant, il y a plus d'explosion à la fin. là. C'est un peu ça que j'en tire de C'est ça. ça. En fait, c'était l'analyse qu'on avait faite du premier test qu'il nous manquait de comburant. Dans le fond, le but, c'est d'avoir un ratio optimal. Puis il n'y avait probablement pas assez de comburant dans notre réaction sur le premier test. Fait que d'en ajouter, ça fait en sorte qu'on avait plus de poussée. Puis c'est un peu ce qu'on a observé dans nos résultats aussi. Mais est-ce que tu es en train de dire que si vous auriez fait ce test-là à 25 degrés Celsius, comme le premier test, avec le plus de comburant d'injection, ça aurait été plus que 3300 newtons de poussée, là, ça aurait été... Je vais laisser Emile répondre. Je sais pas. Probablement pas. Non. La raison principale, c'est parce que là, Fred il a parlé un peu du fait que le froid a une grosse influence sur la pression qu'on est capable d'avoir dans notre réservoir. Donc là, ce qu'on voulait dire, en fait, c'est que là, nous autres, on part d'une grosse bouteille là, de gaz comprimé, là, comme on voit dans les films. Puis cette bouteille-là, on prend le comburant qui est à l'intérieur, puis on le met dans notre propre réservoir qu'on a fabriqué. Fait que cette grosse bouteille-là, elle est bien froide. Fait que c'est pour ça qu'on a de la difficulté à tirer de la masse pour remplir notre réservoir. Une fois qu'on est rendu à un certain niveau, on voyait bien qu'on stagnait. Là. La masse montait plus du tout. On était pris à 4,5 kg. Fait que là, on a dit, bon, on arrête. Mais nous, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on réchauffe notre réservoir. Fait qu'on a tout simplement des éléments chauffants, puis on attend que ça réchauffe. Fait en réchauffant notre réservoir après, on fait monter la température, puis on va chercher les mêmes pressions que s'il faisait 25 Mais quand tu dis vous êtes pris à Fait 4 kilos, ok, excuse-moi, tu peux continuer, excuse. Non, Ben, vas-y. Je comprenais pas, ouais, quand tu dis t'es pogné à 4,4 kilos, c'est 4,4 kilos de poussée ou c'est de... Ok, non, quoi? c'est ça, c'est la masse de comburant dans notre Ok, réservoir. ouais, ça restait là. Celle qui était visée, c'était 6,5 kg. C'est ce qu'on avait au premier Mhm. test. Puis nous, à la cause du froid, puis dans le fond, c'est que c'est un différentiel de pression qui fait que tu as comme une partie dans la bouteille qui va dans notre réservoir. Puis la pression est vraiment relative à la température. Puis vu qu'on a une plus faible température, ben une plus faible pression.
ça fait en sorte que ben, on n'a pas été capable de remplir autant en termes de masse. Fait qu'on avait juste 4,5 kg sur 6,5. Mhm. Puis Fait que après la ça, seule ben, différence, c'est ça, la seule différence entre les deux tests, c'est que le deuxième, on avait juste 4,5 à la place de 6,5 kg. Fait que nécessairement, on a épuisé le comburant plus vite. Fait qu'on n'a pas comme, poussé aussi longtemps qu'on aurait voulu. Mhm. Mais pendant le peu de temps, ben je dirais pas le peu de temps, mais pendant le temps plus réduit on a poussé, c'était pas mal au niveau de nos attentes là, en moyenne ou un peu plus. Fait que là, comme disait Fred, ben en, en extrapolant un peu, on peut se dire, ben si on avait été dans les meilleures conditions possibles, probablement qu'on aurait pu arriver à la fin et dire, ben on confirme que notre moteur performe à la hauteur de nos attentes. c'est Mais ça. là, c'est une grosse Ouais, extrapolation. c'est une grosse extrapolation, puis c'est quand même une bonne hypothèse, mais tu sais, si on se dit qu'on regarde quand notre moteur est plein, c'est quoi les tendances, puis c'est comme si on donnait juste un offset avec c'est quoi notre nouvelle pour pousser maximale, ben on se dit, si on fait ça, c'est quand même une grosse hypothèse, là, on s'entend, là, il y a quand même beaucoup de paramètres qui changent le comportement du moteur. Mais si on fait ça, probablement qu'on atteint notre objectif. OK, fait que là, il a commencé à neiger la semaine passée, puis il y a eu une tempête, puis là, mon char était enterré sous un pied de neige. Vous allez sûrement pas pouvoir faire d'autres tests parce que j'imagine que vous ne pouvez pas faire des tests à l'intérieur, donc j'imagine que ça va aller à quoi, le printemps prochain avant de faire d'autres tests puis avant de confirmer ces hypothèses-là. Ben déjà, on peut faire des tests l'hiver. C'est vraiment pas conseillé, mais on en a déjà fait. En fait, on assistait Oronos, qui est l'équipe de fusée de Polytechnique, eux, ils en faisaient l'hiver. Nous, c'est sûr que c'est un projet qui est attribué à des cours. Puis le cours, il va finir cette session-ci. Donc, nécessairement, nous, ce qu'on prépare présentement, c'est plus montrer les résultats, puis analyser les données qu'on a présentement pour présenter, dire si notre projet, c'est une réussite ou pas. Ouais. Fait que non, vu que notre session a fini à Noël, ben, on ne pensait pas retester après. Peut-être que pour le fun, dans d'autres implications futures à l'université, puis qu'on veut aussi que le projet continue parce que le but, c'est que le moteur il serve dans une vraie fusée au final. Ben, peut-être qu'on va réassister à des tests, mais mettons des tests Ignitus 2 que nous, on gère, puis que c'est notre moteur de A à Z. Je pense pas qu'il va en avoir d'autres. Parce que c'est un. Ok, tu viens de mentionner un point intéressant. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ben, je sais qu'à l'université de Sherbrooke, en mécanique, je suppose que les deux vous êtes en mécanique, là, d'abord. Là. Parce que Ouais. Fred, je sais que toi, oui, ok, Emile, je te vois hocher de la tête aussi. Mhm. Vous avez un projet, un genre de méga gros projet de fin de bac qui dure plusieurs cours. Et c'est ça, Ignitus, dans le fond. C'est le nom de votre projet, c'est de dire on fait la conception d'un genre Ouais. d'une genre de fusée qui peut lever tant de masse. Ben là, c'était 3000, mettons, newtons d'objectif. Moi aussi, mettons, j'avais un projet similaire, mais nous, c'était juste une session là, à l'Université Laval. Donc, vous avez ce gros projet-là, ce que je comprends parfaitement. Mais là, j'ai cru comprendre que vous êtes associé avec Casus. Là, Ouais. Casu ou Casus. Casus. Merci. Ouais. Je l'ai prononcé probablement terriblement mal, mais merci de ta correction. D'accord. Puis j'ai cru comprendre On que. s'est fait niaiser longtemps avec ce nom-là. Comment t'as dit ça? On s'est fait niaiser quand même longtemps avec ce nom-là. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. C'est un héritage du passé. Mais ça signifie conception aérospatiale de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un genre. Ça, c'est un comme de projet qui est hors des cours. C'est ça que je comprends. Exact. OK? L'équivalent qu'on pourrait voir à l'Université Laval, c'est le GOAL. Fait que c'est un. Je sais plus c'est pourquoi GOAL à l'Université Laval, mais probablement groupe aéronautique ou aérospatial de l'Université Ouais, Laval. c'est ça. Probablement un Ouais. truc du genre. C'est pas. Ils font une Dans le fond, petite fusée, là, me semble. Ouais, exact. Casus fait environ la même chose à Sherbrooke. Dans le fond, c'est un groupe technique que nous on appelle ça. Là. C'est un projet complètement parascolaire que tu fais dans tes temps libres pour participer, dans ce cas-ci, à des compétitions de fusée. Tu sais, on voit des fois, il y a la Formule SAE qui font un char ou le Bajob, des affaires comme ça. Ben, ça, c'est l'équivalent comme aérospatial de fusée sonde. C'est un aspect tellement intéressant, je trouve, des bacs en mécanique, puis des bacs, en fait, dans tous les domaines de génie, là, les genres de petits projets sur le side, là, ça permet tellement d'apprendre. Moi, j'étais dans la rayon super millage, mais j'étais un peu un fake fan. Là. J'étais là, genre, j'étais resté 2 ans, puis je, je faisais pas grand-chose. J'étais dans l'équipe ligne à essence, puis je me rappelle, j'avais pas beaucoup collaboré, fait qu'à la fin, j'ai arrêté parce que je voulais prioriser mes études, là, mais eux qui s'investissent là-dedans, comme je pense que c'est le cas pour vous, ça semble tellement rapporter de trucs, là, parce que tu fais vraiment du concret avant même d'avoir des stages, puis avant même d'aller sur le marché du travail. Puis en fait, tu sais, moi puis Emile, à la base, avant d'être dans Ignitus, là, c'est sûr qu'on est très effacé du projet Casus parce qu'on travaille principalement sur Ignitus, c'est comme deux trucs différents. Là. Ignitus étant via un cours, puis projet Casus étant
une implication parascolaire. Mais ça, tu sais, nous, on a commencé les deux là-dedans, puis on a participé à une première compétition en 2019. C'est quand même des trucs, après ça, c'est vraiment valorisé. Là. Moi, je sais que j'ai eu des stages grâce à ça parce que je me faisais poser des questions en entrevue comme c'est quoi tu faisais dans le groupe, qu'est-ce que tu gères. Puis tu sais, moi, j'étais trésorier du groupe, fait qu'il me disait c'est quoi les responsabilités, genre, tu sais, il veut savoir si je suis capable d'en prendre un peu, entre guillemets. Ouais. Là. Fait que c'est vraiment des super bonnes opportunités pour apprendre quand même le métier sans trop de risques. Tu sais, t'es encadré par l'université, puis Ben oui, il y a en des vrai, spécialistes probablement qui vous aident là-dedans, j'imagine. on a Ben, accès. Là. souvent, les groupes techniques, non, mais c'est sûr que, je veux dire, il y a beaucoup de profs qui sont tout le temps ouverts à que tu vas poser des questions, tu dis, hey, on fait tel genre de projet, OK. on se pose des questions là-dessus, c'est sûr qu'ils vont vouloir nous aider, là, la majorité, mettons. Fait que toi, Fred, étant un peu à la tête de ça, de ce que je comprends, là, c'est bien ça? En C'est fait, ça? mais depuis C'est ça. le début, c'est pas mal toujours moi et Emile OK, ensemble. Là. OK, les deux, Ouais. excusez-moi. Ouais. Ouais. Oh, ouais, les deux, on a commencé ensemble notre deuxième session de bac. Mhm. Puis on a pas mal. C'était drôle, Ça ça. a pas pris de temps qu'on s'est imposé comme nouveau, mais on voulait absolument le faire, puis on voulait que ça marche. Fait que on a quand même pris de la place pas mal. Là. Puis après ça, ben, c'était rendu nous les Vous avez anciens. genre forcé le pied Mm. dans la porte, là, tu sais, vous avez vraiment... On Un crée peu. Mais ça. on est arrivé aussi à une époque où le groupe il se reformait un peu. Là. Dans le fond, c'est qu'au début, le projet de Casus a été formé à la base pour développer directement un moteur hybride. C'est juste que vu que c'est un projet parascolaire, ça prend de l'argent, mais comme tu n'as rien fait encore, ben les gens te disaient ben faites vos preuves, montrez ce que vous êtes capable de faire, peut-être qu'on vous donnerait de l'argent, là, mais pratiquement vous brassez plus genre du néant que d'autres choses. Fait que pourquoi on vous donnerait de l'argent, tu sais. Fait que là, il y a comme une partie du groupe qui est partie, puis nous, on a comme rentré en même temps d'une nouvelle batch de personnes qu'on a comme pas take over le groupe, là, mais je pense pas qu'il y avait des personnes qui étaient là avant qui sont restées quand nous on est rentrés. Puis là, le but, c'est juste de faire une fusée pour comme faire nos marques, faire notre première fusée. Tu sais, le projet Cadus avait encore jamais fait de fusée. Fait que, puis après ça, ben, tu sais, c'est beaucoup facile d'avoir du financement, montrer qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu vaux si tu fais quelque De chose. tes Tu sais. preuves, ouais. Euh, Tu fais une preuve c'est d'une ça. genre de Puis c'est preuve de vraiment plus concept. facile de commencer par une fusée avec un moteur solide. Mettons que tu achètes pas mal de parties COTS, là. Fait que tu achètes commercial que commencer directement en faisant tout par soi-même. Fait que c'était un peu ça qu'on a fait au début quand on est rentré dans Casus. Puis on s'est un peu greffé à ce projet-là d'une personne qui était président à ce moment-là. Puis après ça, ben, quand lui est parti, on a un peu pris le lead parce que c'est nous qui avons le plus d'ancienneté nécessairement. Puis après ça, ben, on est parti plus sur Initus, sur le moteur hybride. Mais là, c'est ça, OK. Fait que là, tu mentionnes un moteur hybride versus un moteur standard. J'ai hâte d'embarquer dans le détail de ça. En fait, Mhm. puis en fait, c'est quasiment un bon moment, mais avant ça, c'est parce que je sens qu'on parlera plus tant de Casus. Cassu ou Le Casus, ouais. Casus. Hey, tu vois, ok, je me rappelle. Puis il y a une affaire sur la page qui m'a vraiment intrigué que je dois vous poser. Je vais lire la quote qui est écrite là. Un des objectifs du groupe est de faire la conception, ou je sais plus comment il est formulé là, une interface Ah, tu vas parler de l'aptique. Comment? Ouais, exactement. L'interface Ah, Je vais haptique. la lire, je vais la lire pour les auditeurs parce que je trouve ça tellement intéressant. Une interface homme-machine par rétroaction haptique. Plus concrètement, cette technologie permet de faire vivre aux personnes participantes la sensation d'un décollage en temps réel. OK. C'est-tu ouais, genre un four ouais, dans ta ouais. face pour que tu sentes la Non, chaleur du moteur? Ou... presque. Pas tout à fait, mais presque. Ben, Emile, je vais te laisser commencer. Peut-être juste expliquer genre c'est quoi Ouais, Spaceport, ouais. puis aller au payload. OK. Puis, En fait, là, nous, les compétitions à laquelle on participait, puis que maintenant, on a un équipement au Canada, je vais pouvoir en parler un peu aussi. Ça s'appelle le Spaceport America Cup. Donc, c'est une grosse compétition internationale où est-ce que, ben, des universités de partout à travers le monde, je dirais qu'il y en a peut-être une centaine d'équipes et plus, là, qui, dans les dernières années, qui se présentent compétitionner. Ben, ils vont présenter leur fusée. Fait que de toutes sortes de designs. Ben, on s'entend que ça ressemble pas mal toujours à une fusée. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur puis comment que ça a été designé. Puis ces fusées-là, donc c'est ça, ils vont compétitionner dans différentes catégories, comme d'altitude, par exemple, où l'objectif, c'est toujours d'arriver le plus précisément possible à l'altitude que tu avais prévu. Fait que, tu sais, euh, même si t'es pas exactement à l'altitude qui était comme visée dans la catégorie, exemple 10 000 pieds, mais si tu avais dit que t'allais arriver à 9 500 pieds, puis tu arrives exactement à 9 500 pieds, c'est sûr que tu fais plus de points que l'autre qui est arrivé à 10 000 pieds. Bon, c'est sûr, si tu fais 30 pieds, c'est peut-être pas
c'est peut-être pas payant, là, mais c'est vraiment plus ça l'objectif. Ouais, c'est une Puis nos compétition d'ingénierie, puis fusées. le but, c'est genre de tout planifier, puis que tout soit sécuritaire. Mhm. Fait que aussi, un des gros requis, c'est que tu récupères toute la fusée, puis qu'il n'y ait rien de brisé. Genre. C'est Hmm. presque Mhm. disqualificatif si, genre, il y a un truc qui se brise sur ta fusée. Là. Mhm. Puis un des aspects sur lesquels on est noté dans ces compétitions-là, c'est ce qu'on appelle la charge utile, là, le payload. Fait que ta fusée, elle embarque généralement. Une fusée, quand on va ça dans le ciel, c'est pas juste pour s'amuser à lancer une fusée, c'est parce qu'elle a une mission à accomplir. Généralement, c'est d'envoyer une charge utile, accomplir une tâche X, Y, Z. Dans le cas, c'est des fusées sondes. Fait que c'est des plus petites charges utiles qui vont prendre toutes sortes de mesures. Ça peut être plein de choses. Là. J'ai pas d'exemple qui viennent en tête Ouais. vite Puis je comme ça, pense mais que à 100 équipes, là, il y en a beaucoup. ouais. Puis juste ce qui est quand même intéressant à dire aussi, ordre de grandeur, là, les fusées que dans ces compétitions-là, c'est à peu près comme 6 pouces de diamètre puis à peu près 3 mètres de haut. Là. Tu sais, c'est pas, on parle pas de Falcon Heavy puis de SLS, là, tu sais, Ouais. mettons les moteurs liquides de la NASA puis de SpaceX. Là, tu sais, c'est quand Ouais. même des trucs un peu plus atteignables parce que ça, c'est des systèmes ultra complexes, mais ça reste les mêmes bases. Tu sais. Mais c'est intéressant, le point Mhm. qui doit revenir, ça me fait beaucoup penser à SpaceX, parce que c'est une des choses à partir Ouais. desquelles ils sont Mhm. caractérisés, là, le réatterrissage, même si je sais que ça doit pas être autant hot à voir que SpaceX sûrement, là, mais je sais pas. Ah non, c'est généralement, c'est simplement c'est des parachutes. Ok, ouais, ok, bon. Ouais. Effectivement. Bon. C'est assez Ben quand simple, même, mais on est efficace. content quand que ça se Ok, déploie. ah ouais, Mhm. ok. Il doit y avoir plusieurs échecs. Je sais que tu t'en allais quelque part avec ça, là, mais tu sais, juste en parenthèse, il doit y avoir Ouais. plusieurs échecs reliés à ça là, pour avoir un succès. Là. Mhm. Ouais, en effet, ça arrive souvent que tu vois des fusées juste tomber comme des roches. Ben, en Ouais. fait, ils retombent aussi vite qu'ils sont montés, là. Fait que, mettons que c'est des petits morceaux que tu ramasses. Puis c'est ça. Moi, je me souviens, Mais, le fun fact de 2019, là, c'est qu'il y avait une fusée que mhm. son parachute avait juste pas déployé. Fait que c'était comme, elle était tombée nez en premier, il me semble, si tu me diras si c'est vrai, Emile. Puis Pas n'importe laquelle, c'est la fusée de l'Université Laval. ouais, il me Ah, semble que c'est la my fusée God, du non. goal. Elle était tombée Oui. genre nez en premier, puis elle avait rentré comme un dard dans le sable, puis c'était genre plus possible de la récupérer. Là. Elle était enterrée 6 pieds sous terre. Là. Parce Oh, qu'avec la ok. vitesse qu'elle revient. Elle dépassait Ouais. pas là, du sol. Là. Ça, c'est celui-là, je sais pas si c'était en 2019. Puis ça se trouve, c'était peut-être. Mais en tout cas, je sais plus c'était quelle équipe. Mais en 2019, le goal avait pu la récupérer, là, mais ça avait été dans des sacs à vidange, genre un petit morceau. Fait qu'il avait fait une excavation pour la récupérer. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable parce que c'est vrai Parce que que Assez c'est tellement spectaculaire. aérodynamique que c'est normal que ça rentre direct dans le sol. ça rentre à high speed. Oh my God, ok. Mais là, on voulait parler des charges utiles. Fait que là, l'histoire des charges utiles, c'est là, faut que tu arrives avec une idée un peu originale. Puis nous, si je me souviens bien, c'est quelqu'un dans notre équipe qui avait entendu parler de toute cette histoire-là là, de l'aptique, qui est dans le fond avoir Je de pense qu'il la a fait un stage chez Boreas. rétroaction physique. Ouais, c'est fort possible. Qui est une compagnie qui fait de l'aptique. Ça va Ok. être ton Il prochain travaille sujet, là-dedans. ça. Hey, merci. Ton prochain Merci, podcast. parfait. Ouais, tu vois, je vais le noter. Puis à la fin, ça se peut que je vous interroge un peu plus là-dessus. En plus, il y a assez de contenu pour faire un podcast, je suis pas mal sûr. Ah ouais, mais ça serait vraiment intéressant. Comme je mentionnais, ben là, je mentionnais ça off the air, puis je suis pas gêné à leur mentionner, mais des fois, ça, les entreprises sont un peu gênées, on va dire, de tenir par toute la confidentialité. Mais eux, on va les avoir. Eux, je vais les avoir, OK. Fait que, C'est ben, bon. en tout cas, excuse. Fait que oui, c'est quoi le nom, tu disais, de cette compagnie-là? Boreas. C'est Ouais. à Bromont. Boreas à Bromont. OK, tu vois, C'est pour j'en ça que avais jamais c'est entendu proche de parler. Sherbrooke quand même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont travaillé là, que vous connaissez, Mhm. tu mentionnais, puis en Mhm. compétition. Ouais, ils OK. prennent beaucoup de stagiaires de l'UDS dans le programme coop. Hmm. Ouais, c'est ça. On avait déjà parlé de ça dans le podcast, puis je trouve. C'est peut-être pas dans le podcast non plus. Là. J'adore le programme justement coop de l'Université de Sherbrooke qui permet aux étudiants de faire genre 5 stages, je pense, dans l'entièreté du Ouais. bac. Mhm. Tu sais, c'est fou, là. C'est tellement une belle expérience. Bon, bref. Fait que, Émile, excuse-moi, où c'est que tu t'en allais avec ça? Ouais. Donc là, on résume, on doit amener une charge utile. Là, nous, on se dit, bon, on va s'essayer avec ce qu'on appelle de l'aptique. Fait que là, notre plan, c'est, donc, en gros, comme je disais, l'aptique, c'est ça, c'est d'avoir une rétroaction tactile d'un stimuli X, Y, Z. Ça peut être, par exemple, Ton sel du qui vibre. son, là. Ouais. Ouais, tu sais, juste le son, tu peux avoir de quelque chose qui est appliqué sur ta main, puis tout, puis c'est les mêmes genres de vibrations. Fait que là, tu l'associes à un contact physique. Euh, L'aptique, ça peut aller beaucoup plus loin, là. J'en avais entendu un peu qu'il y avait des histoires là, de
reproduire là, des sensations là, liées comme au toucher d'un tissu, par exemple, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça peut avoir des applications quand même très intéressantes. C'est Euh, ouais. Pour ceux qui savent pas, je pense qu'un bon exemple serait le iPhone, là, quand ils ont passé d'un bouton physique à un bouton fake, ouais, là, un genre de. C'est un bouton rond, puis quand le sel il est complètement fermé, il se passe rien quand tu pèses, mais quand il est allumé, puis tu pèses le home button je pense que c'est l'iPhone 17, mettons qu'il l'avait. T'as l'impression vraiment là, que ça pèse, mais c'est juste une petite vibration, fait que ça serait de l'optique dans le fond. Exact. ouais, c'est exactement ça. Bon. Donc, nous, le plan, c'est-à-dire, on embarque des capteurs dans notre fusée, on met des caméras, des microphones un peu meilleurs que des microphones de GoPro qui comprennent rien de ce qui se passe puis qui font juste faire du bruit de vent terrible. Ouais. Puis là, notre but, c'est d'enregistrer donc des données, des données à haute fréquence pour être capable après ça d'avoir quelque chose d'utilisable. Puis dans notre charge utile, ce qu'on voulait faire aussi, c'était de trouver un moyen de se découpler des vibrations qu'il pouvait avoir, mettons, au lancement. Le moteur, il produit des vibrations par sa nature. Fait que là, on se dit, si mettons qu'on a des expériences sensibles à mener, ça serait le fun de développer quelque chose qui pourrait nous séparer de ces vibrations-là. Fait que là, une moitié que c'était attaché solidement, fait que ça va brasser, puis l'autre moitié était supposée être comme amortie. Donc, il aurait dû avoir une différence. On aurait dû pouvoir, supposons, se mettre des trucs dans les mains, puis dire, il y en a un qui shakeait beaucoup plus que l'autre. Ok. Fait que c'est ça, en gros, l'objectif là, de ce payload-là. Fait que vraiment, avec les vibrations et le son, fait que t'aurais un genre de casque d'écoute, puis en même temps, tu sens C'est les ça. vibrations dans la Puis fusée. Puis... ce qui était discuté un peu aussi là, dans ce qu'on appelait dans les conférences de présentation du projet, c'est le Full Astronaut Experience, là, parce que c'est quand même drôle à dire. Là. Mais c'est qu'on avait aussi 3 caméras wide angle qui permettaient d'avoir comme une vue 360 qu'on pouvait remonter de genre la fusée quand elle volait. Fait que le plan, c'est, mettons, on dit avec un casque de VR que tu peux te promener puis voir comme tous les plans de la fusée, avoir le son puis toutes les vibrations. C'était comme le Full Astronaut Experience. C'était comme plein de sens qui revivent genre le voyage de la fusée. C'était un peu ça le payload jusqu'à la COVID. Ah, ok, ouais. C'est tellement une bonne idée en plus, ça, ouais. Fait que là, la COVID, c'est quoi? Ça a fait en sorte que vous puissiez moins collaborer physiquement, donc c'est juste mort dans le... Ça a été vraiment difficile pour, je dirais, tous les groupes techniques à l'université, la COVID. Là. Le fait de ne pas pouvoir se voir en vrai, pas pouvoir aller travailler au lab, ça a démotivé beaucoup de personnes, puis surtout beaucoup de nouveaux. Je dirais que les anciens restaient, mais quand tu n'as pas de nouveaux qui rentrent dans le groupe, c'est plus difficile. Puis avec aussi nous à Sherbrooke, le fait que les 2 dernières années du bac, tu es beaucoup sur ton projet de fin de bac, c'est comme nous qui est Ignitus, nous, on était beaucoup plus occupés à travailler sur notre projet qu'à comme faire rentrer du monde dans le groupe. Fait que ça. Je dirais pas que ça a tué le projet, là, mais ça a mis un gros pause. Puis pour être franc, je sais pas encore exactement. Présentement, ils sont rendus avec ce casus, vu que nous, on a pris un gros pas de recul par rapport à ça, puis on s'est un peu désengagé du groupe. Mais c'était ça le plan initial. Je sais pas où ils sont rendus par rapport à ça aujourd'hui. Je pense ils veulent retourner en compétition dans pas long, parce que les compétitions ont reprise. Fait que bonne chance à eux, j'imagine. Ouais, c'est... vas-y. Sur une note peut-être même plus positive, là, moi puis Fred, on va peut-être, si les astres s'alignent, essayer de réinsuffler la vie au groupe là, un petit peu là, en donnant du support, là, parce que les deux, on n'a pas fini de traîner à l'Université de Sherbrooke. Là, les deux, on est inscrits à la maîtrise, là, fait que on va niaiser dans le secteur un certain temps encore. Là. Puis je pense que d'ici il y a des fusées qui se donnent à Sherbrooke, on va être dans le On coin. n'est pas trop loin. Vous allez rester. Ah ouais, mais j'imagine que justement avec la COVID qui est, je veux pas dire terminée, mais avec le retour en présentiel qui se fait, probablement qu'il va, vous allez avoir plus d'étudiants qui vont arriver puis que ça va restarter. Plus s'il y a quelque chose à restarter, je veux dire, c'est sûrement encore correct là, dans le fond. Puis il y a aussi un autre aspect quand même, puis par le fait même, je vais un peu lancer des fleurs à mon collègue, là. Mais présentement, l'Université de Sherbrooke est comme sur le bord de lancer son premier satellite, son premier CubeSat, avec le projet Sirius. Fait qu'il, sans trop entrer dans le détail, là, ils font, Emile est dans ce projet-là aussi, puis je te laisserai en parler sur qu'est-ce qu'il fait le satellite, là, mais on est sur l'Université sur le bord de lancer son premier satellite, puis il y a beaucoup de monde que ça a comme... Tous les niveaux sont allés sur ce projet-là nécessairement parce que c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Fait que, vu que lui, il a eu tout comme... vu que c'est un des projets les plus cool, c'est ça que ça a ramassé tout le monde. Puis au détriment des projets plus vieux, je dirais, je sais pas. Puis qui étaient probablement moins aussi critiques parce que le CubeSat Sirius, c'est vraiment en lien avec, avec l'agence spatiale. Là. Fait que
il y a des deadlines, le satellite va être lancé, puis il y a des tâches, fait que nécessairement que l'effort de recrutement a été probablement plus fort que pour, mettons, Casus, que Ouais. ça peut être si ça chill un peu, c'est pas trop grave, là, je dirais. Là. Ouais. Mais c'est ça, mettons, le projet principal en aéro a passé de comme Casus à. Ben, il y en a tout le temps eu 2-3, là, mais mettons, tout le monde s'est ramassé comme sur Sirius vu que c'était plus ça à ce moment-là qu'il fallait régler. Le cool kid, là. Ouais. C'est le nouveau cool Ouais, kid. le cool là, qui kid, est c'était arrivé. Ouais, Sirius. ben, pendant la COVID, on faisait du recrutement, puis on allait chercher dans la première rencontre de nouveau, plus que 30 personnes, puis on avait comme un bon 15 personnes qui travaillaient de façon quand même active sur le projet là, dans les pires moments des groupes techniques. Là. Fait que c'est quand même Mm. particulier, c'est ça que ça prenait. Là. Puis Fait que on peut pas encore crier victoire par contre. Ouais. Ça va être le sujet de d'autres conversations. Est-ce que vous savez si c'est vraiment juste que ce beau projet-là intéressant, oui, a volé, volé entre guillemets, a attiré autant de monde, ou ça pourrait-tu être relié à la pénurie de Ben, main-d'œuvre, puis les salaires plus élevés, puis l'accès à des jobs, des stages je pense pas. mieux C'est que juste que, tu sais, moi, je rentre au bac, tu me dis, soit tu travailles sur une fusée, soit tu travailles sur un satellite qui est lancé par SpaceX. Moi, je vais sur le satellite qui est lancé par SpaceX, là. Ouais, totalement d'accord. La question Je se pense pose que c'est juste ça. Là. difficilement, là, ouais. En plus, Ouais. dans votre coin de pays, c'est un secteur qui est assez populaire pour l'aéronautique puis l'aérospatiale. Là. Fait que Mhm. c'est des étudiants qui sont déjà là, ben probablement que ça les intéresse beaucoup, là, ces sujets-là, justement. C'est ça. Fait que, Émile, c'est quoi ce beau satellite-là, pour le fun? Oh là là, c'est quelque chose. Ça a commencé comme un projet de fin de bac, exactement comme nous, mais de beaucoup plus grosse envergure. Donc c'est ça, c'est l'initiative CCP, là, de l'Agence spatiale canadienne. Donc le but c'était il donnait un montant à différentes équipes à travers le Canada. Je pense qu'il y avait à peu près 15 universités au total. Donc là, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un CubeSat, qui est un satellite qui est, je dirais, la taille la référence parfaite, c'est une pinte de lait. Là. C'est pas plus gros qu'une pinte de lait. Là. Fait que c'est un satellite comme un énorme satellite qui vaut des dizaines de millions de dollars, sauf que nous, il est tout petit. Ouais, c'est Mais faut que tu retrouves le même genre de fonction, tu sais, gestion de la puissance, d'un ordinateur de bord, il y a une tâche à accomplir, c'est une charge utile. Fait que ça, c'est ça qui était le projet. À Sherbrooke, le but c'était d'intégrer la technologie de magnétomètre quantique, rien de moins, qui était un étudiant, un doctorant en fait de l'université qui avait un peu développé ça. Fait que là, c'était de miniaturiser ça pour que ça rentre dans un satellite qui est à peine 10 cm de large. Puis après ça, ben c'était de monter le satellite autour de ce magnétomètre-là pour être capable de déployer un bras, entre autres, parce qu'on peut pas avoir d'interférence. Puis là, gérer toutes les données de ce dit magnétomètre-là. C'est quoi un magnétomètre? Ah, ben oui, c'est vrai que ça va aller mieux si on définit c'est quoi. Un magnétomètre, dans le fond, c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer le champ magnétique. Des champs magnétiques, en fait. Là, dans notre cas, nous, c'est le champ magnétique de la Terre qui nous intéresse. Mais tu pourrais t'intéresser à des variations de champ magnétique, par exemple, pour détecter des gisements miniers ou des choses comme ça. La particularité d'un magnétomètre quantique, c'est qu'il y a du quantique dedans, fait qu'il y a un peu de magie, comme on Ouais, dit. la magie noire. Mais ce que ça fait de plus qu'un magnétomètre standard, c'est qu'il va être capable de mesurer non pas juste l'intensité du champ magnétique, mais aussi dans le fond, son vecteur. Là. Fait que c'est son intensité et sa direction. Fait qu'on peut avoir une représentation 3D du champ magnétique en au point où le magnétomètre est. Fait que ça fait en sorte que ben là, tu ouvres plus d'applications parce que là, tu sais où est-ce qu'il s'en va le champ magnétique en plus. Fait que le but, c'était de le tester dans l'espace. C'est pas mal ça, ce projet-là. La direction, c'est non seulement ça t'indique le champ magnétique, mais aussi la direction. D'habitude, ça, c'était pas. Exact. Les autres magnétomètres, c'était pas ça. Il n'y avait pas vraiment la fonction. Tu es capable d'avoir une idée générale là, par probablement des régressions. Puis tout. Je suis pas non plus un expert des magnétomètres, encore moins celui de notre satellite. Mais je sais que c'était entre autres là, ce qui démarquait des magnétomètres standards. OK. Donc là, l'objectif, c'était de faire un satellite à peu près la taille d'une pinte de lait. Puis là, ça inclut sûrement tous les panneaux solaires, puis toute justement l'entrée d'électricité, justement. Le magnétomètre. Et là, tu as dit un bras aussi pour se déplacer. Ouais, ça, c'est un autre affaire assez compliquée. C'est comme un bras qui est 3 fois plus long que le satellite lui-même. Mais là, il fallait trouver un moyen de le plier. Oh, wow.
Puis qu'il soit quand même, il faut que ça reste super compact parce que c'est une norme, il y a des genres de standards CubeSat qui font que ça rentre dans l'espèce de truc qui envoie dans l'espace, puis faut Dans le que ça capsule. rentre. Ouais, c'est ça, parce que T'as pas infini c'est comme place. si tu réserves ton billet d'avion, là, tu sais, tu réserves le vol, Mhm. fait que C'est tu ça, réserves t'as ton ton espace, siège. ta petite Ouais. pinte de lait, là, elle dépasse-la pas parce que sinon ça rentrera pas, puis on Exactement. va juste pas te Ouais, l'amener dans l'espace, là. ouais, Il me c'est ça. semble le but du bras, c'était juste pour limiter les interférences, il me semble. C'est une affaire Ouais, comme ça. c'est exactement ça. En fait, Ouais. si le magnétomètre est collé sur le reste de l'électronique du satellite, puis t'as d'autres composantes qui peuvent être magnétisées, là, entre autres sur les PCB. Je sais que tu sais, ça en prend vraiment pas beaucoup là, pour influencer les lectures de champs magnétiques. Euh, Fait que là, il avait été déterminé que ça prenait une distance d'environ 60 cm, la longueur du bras, sur un satellite qui en mesure 23 environ. Ouais, en partant, ça marche comme pas, Fait là, t'as que pas le choix, là. non, c'est ça, il est comme plié. En tout cas, c'est un autre mécanisme assez intéressant. Est-ce que tu pourrais me répéter le nom, s'il te plaît, de ça? Ouais, en fait, en ce moment, on les trouve sur Facebook, c'est Sirius, le nom du projet. Puis le satellite, là, le CubeSat, là, c'est le QMSat pour Quantum Magnetometer Satellite. Ouais, c'est pas mal ça. Super, excellent. Potentiellement un épisode futur d'Accès Innovation. Vous êtes une boîte à surprise, les gars. Il y a tellement des choses. On est à Ouais. 31 minutes. Puis on dirait qu'on a parlé de tout sauf genre la fusée. Sauf le moteur Sur le hybride. moteur hybride, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est excellent. C'est vraiment génial. Fait que là, il y a peut-être une dernière chose que j'étais comme curieux. Vous donnez un cours de fusée 101. C'est-tu ça avec Cassius? Ouais, ça, on donnait ça. Puis aussi, fun fact, il a commencé début mars 2020, ce cours-là. Ah! Ouais. Duré très longtemps, hein, Wow! on peut s'imaginer avec le COVID. En 2 fait, ans. non, c'est pas vrai. Nous, quand moi et Emile, on l'a donné, c'était début mars 2020, fait que ça a comme été un peu suspendu à cause de la COVID, mais on l'avait reçu justement des présidents de Casus quand on est rentré dans Casus. Parce qu'au Québec, tu peux faire des certifications pour pouvoir voler des fusées toi-même. Là, Emile, il a son niveau 1. Puis tu peux comme. C'est comme si tu débloquais des jalons de puissance de fusée, puis plus t'es cool, plus tu peux lancer des hautes fusées par toi-même, genre, sans faire ça dans un champ à Drummondville. OK. Genre. Fait que, fait que c'est un truc quand même cool, puis ben, c'est juste que faire une petite fusée miniature avec un moteur commercial, c'est quand même relativement semblable à faire la grosse fusée de Casus. C'est une des Fait que questions. Ouais. c'est une bonne mise en bouche. Là. Fait que faire les fusées, parenthèse, ça a l'air d'être une technologie qui peut se scale up assez facilement. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que une fois que tu as ton système. Ben, c'est que la complexité Go. est vraiment difficile à scale up, mais le fonctionnement est toujours sensiblement pareil. Ok. Là. Dans le fond, c'est un véhicule qui avance avec la combustion. Fait que dans ton véhicule, tu as tout le temps ton comburant puis ton carburant. Petit triangle de feu, ça prend un comburant, carburant et chaleur. Fait que dans pas mal toutes les fusées, tu as carburant embarqué directement dans la fusée. Puis pour partir ça, tu pars la combustion. Puis ben, troisième loi Newton, ça fait que la fusée elle avance. Elle vole. Pousse, ouais. Fait que ce soit, mettons, une petite fusée qui fait comme 60 cm de haut, puis que tu peux partir dans ta cour arrière avec un petit bloc de poudre qui est comme un mélange de carburant solide, ou que ce soit la Falcon 9 avec ses tanks de kérosène, de RP1 puis de liquid oxygen, ben tu sais, c'est tout le même principe. C'est juste qu'après ça, ben c'est vraiment plus facile de gérer un petit bloc de poudre que de gérer comme la pression qu'il faut que tu achemines dans ta chambre de combustion pour une Falcon Heavy. Ouais, les comme... défis comme reliés, les défis comme Ouais. indirects, on va dire, qui sont vraiment challengeants là-dedans. C'est ça. Puis, l'autre aussi aspect, Fred, là, qui est lié aussi à l'échelle, envoyer une fusée à 10 mètres Ouais. versus l'envoyer à 3 km, 5, 10 km, c'est encore assez simple. Quand tu commences à l'envoyer beaucoup plus haut, ça reste très faisable. Tu sais, comme tu peux être quelqu'un qui fait des fusées amateurs, mais comme être pas mal là-dedans, puis mettre beaucoup d'argent puis de temps. Tu peux te rendre à 100 km, là, qui est la limite de l'espace, là, Ouais. avec des fusées que tu as toi-même faites. Ah ouais. Est-ce que tu as le droit? La grosse différence, oui, mais il faut que tu aies les certifications pour le faire, puis tu peux pas faire ça n'importe où. Ouais, exact. Mais cette partie-là, elle reste relativement facile, entre guillemets. Ce qui est difficile, c'est la partie orbite, là, qui est là. Là, c'est parce que quand tu l'envoies en ligne droite, tu arrives en haut, tu n'as plus de vitesse, tu retombes. Là, il faut que tu l'envoies en haut. Puis en plus, il faut que tu y donnes, je suis plus sûr du chiffre, c'est autour de 10 à 11 km par seconde de vitesse horizontale. C'est ça. En termes d'énergie, là, c'est pour ça que
mettons, la communauté scientifique riait un peu de Blue Origin puis Virgin Galactic quand ils faisaient des vols puis qu'ils disaient qu'ils allaient dans l'espace. Là. C'est que, en termes d'ordre de grandeur, faire ce que, mettons, Blue Origin a fait puis aller dans l'espace pour revenir comme un vol vertical, ça prend à peu près 1 km de seconde, 1 km seconde de vitesse à développer, mettons, par ta fusée. Puis aller en orbite, c'est genre 8 km. Genre 10 km. C'est environ c'est pas 10 mal fois ça, plus. Fred. Je Ouais. l'ai vérifié. Mais pourquoi Fait c'est que, autant. Fait que pourquoi ça demande autant plus de vitesse pour aller en orbite? C'est quoi? C'est parce que tu t'échappes de la gravité de la Terre. Fait que là, ça demande une genre de méga poussée. ben, la meilleure façon de voir une orbite, comme moi, c'est mon prof qui m'expliquait ça quand je suis au cégep, c'est que, mettons, imagine, tu as un canon qui tire assez fort, là, tu le mets sur le top d'une montagne, puis tellement il va vite, le boulet, au lieu de retomber, il tombe tellement loin qu'il manque la Terre à chaque fois. Mhm. Fait que ça fait en sorte que ben, il tourne constamment autour de la Terre, puis il va OK. être en orbite autour de la Terre. Ok. Ça fait en sorte que tu comprends que vu qu'il faut en plus que tu ailles ton vecteur de poussée vers le haut, tu as un méchant gros vecteur de poussée comme parallèle à la Terre pour circulariser ton orbite. Puis c'est ça l'énergie qui en manque beaucoup, beaucoup. Parce que tu sais, quand tu fais l'exercice dans ta tête, se dire que j'ai assez de vitesse pour manquer la Terre quand je tombe, c'est là que Ah, c'est genre OK. vraiment, vraiment, vraiment rapide. OK, ouais. C'est une belle manière de le formuler. Ouais, en effet. C'est ça. C'est pour éviter de continuellement te retrouver pogné dans le milieu. Là. Tu veux échapper à C'est ça. ça, parce qu'au final, tu fais une parabole. Un vol de fusée, c'est toujours une parabole. C'est juste que tu élargis tellement ta parabole en prenant une vitesse parallèle à la Terre que tu vas circulariser ta parabole, fait que tu vas faire le tour de la Terre avec ta parabole. Mhm. Fait que là, c'est Puis pas là, mal un rendu cercle. un cercle. C'est ça, c'est rendu un cercle. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, ben, Mais c'est ouais. c'est la même chose que quand Mhm. tu lances une balle qui a fait une parabole qui a, en fonction de la vitesse genre perpendiculaire puis parallèle au champ gravitationnel terrestre. C'est juste que là, tu as vraiment beaucoup de vitesse parallèle. Fait qu'il faudrait que tu lances une balle à 11 km/s Vraiment fort. pour qu'elle échappe Exact. en espace. Ouais. Fait que c'est à peu près 2200 km/h. Hey, c'est énorme. C'est fou. Ouais. Fait que- C'est quand même, vraiment une bonne vitesse, là. Puis en plus, quand tu Fait que c'est pour ça imagines. que, Ouais, vas-y. ouais. Tu sais, quand il y avait toute la. Mettons, il y a 1 an ou 2, il y avait comme tous les milliardaires qui décidaient qu'ils faisaient un vol dans l'espace, là, puis qu'ils allaient genre dans le milieu de l'espace, puis ils revenaient. Tout le monde disait comme, ben, vous dépensez votre cash pour faire quelque chose que ben, les Américains et les Russes faisaient des années 60. Là. Qu'est-ce que tu veux Puis, dire par ça? en vrai, que ça donne. Ben, que ça donne pas grand chose, tu sais, ça donne rien scientifiquement. Là. Genre, t'as du fun, ça coûte Ouais. vraiment, Ben oui. vraiment, vraiment beaucoup d'argent, Mhm. mais ça avance absolument rien. Tu sais. Ça fait rien, ouais. C'est comme. On dirait qu'ils se disent probablement dans leur tête qu'ils ils aident la commercialisation des vols dans l'espace. C'est comme le monde. Tout le monde regarde ça, puis là, ils se disent moi aussi, bientôt, je vais pouvoir faire ça. Mais tu sais, ça coûte tellement cher que, C'est genre, ça. non, c'est pas vrai. Genre, t'es pas rendu là. Non, c'est absurde à quel point ça coûte cher. En même temps, est-ce que, tu sais, ces gens-là, en même temps, c'est quand même du monde de tous les jours. Fait qu'au moins, ce que ça peut peut-être permettre de démontrer, c'est que c'est pas nécessairement, ça demande pas Ouais, mais grand-chose physiquement ça, tu sais, à quelqu'un. il y a quand même quelque chose de bien là-dedans parce que ça rend l'espace accessible puis ça permet de démocratiser un sujet puis d'en parler, tu sais. Parce que, Ouais. ben, jusqu'à il y a pas longtemps, ben, c'est la NASA, c'est les scientifiques puis c'est ces gens-là qui font ça puis genre, si t'es pas astronaute, si t'as pas 12 bacs puis 14 doctorats, ben, tu vas pas dans l'espace. tu sais. Il y avait quand même eu, tu sais, des choses qui avaient été faites avec la navette. Là. Ouais. Tristan, là, je pense que c'était Discovery. Non, Ouais, pas c'est Discovery, je veux dire. C'est Challenger, qui, entre autres, il y Challenger. avait une professeure du primaire qui était dans la Mhm. navette, là, comme qui avait été choisie, Mhm. puis c'était comme, entre autres, pour l'aspect Mhm. comme Puis, démocratisation de l'espace. c'est ça, de l'espace. Puis il me semble aller Bon, faire ça, comme une expérience dans l'ISS, dans la station spatiale, pour montrer comme à ses étudiants comment ça marche dans l'espace, cette affaire-là. Tu sais, c'était quand même vraiment Hmm. cool. Là. Mais tu sais, ça, c'est la NASA, c'est un truc gouvernemental, puis tu sais, c'est ça le but. Mais là, tu sais, là, de dire que tu te payes un trip dans l'espace en millions de dollars, puis tu dis que tu fais avancer la science, c'est ça qui est comme, ben, pas tant. Tu sais. Ben en plus, je me trompe-tu en disant que Challenger a explosé? C'est celui-là? En Ouais, effet. c'est ça là, ouais, c'est un peu triste. Ouais. C'est là que c'est C'est- arrivé, là. Fait que c'était, ouais. J'en ris, mais C'était c'est pas pas le bon drôle. Là. Ouais, timing. c'est ça, c'est Mm. comme. Mm. C'est ça, c'est comme, ben, ça n'a pas tant marché finalement, démocratiser l'espace. En tout cas, dans cet exemple-là. Ouais, cet exemple-là a eu plus l'effet inverse, là. Vu que c'était ça le but, puis qu'ils ont explosé, t'es comme, ben, on est pas prêt, là. Ouais, c'est ça, finalement. Là, tu sais. C'était comme une contre-preuve, en tout cas. Donc là, Émile, tu viens d'écrire dans le chat la vitesse de la station spatiale, on peut le mentionner pour les auditeurs, 27 580 km/h. Ça, c'est la vitesse que la station spatiale tourne autour de la Terre en orbite. Par C'est ça. rapport à un observateur fixe sur la Terre, probablement. Ouais, ben en fait, je pense que ça doit être par rapport au. Ça doit être par rapport à leur.
centre de la Terre. Fait que c'est comme un observateur qui est immobile, parce que là, t'as la surface de la Terre qui bouge aussi, là, Ouais. quand même vite. Ouais, c'est ça devient compliqué assez vite, là, mais OK, mais par rapport au centre de la Terre, Mhm. fait que c'est quand même Ouais, extrêmement vite, là, ça fly, là, cette affaire-là, là, on y pense pas, là, c'est ça. mais C'est des gros ordres de grandeur, là. c'est pour ça que quand tu as l'opportunité de la voir, me semble, la station internationale, genre, faut vraiment que tu te times, là, puis elle passe très rapidement, puis t'as pas beaucoup Vraiment de vite. temps pour la Ouais, voir, hein, c'est ça. c'est ça. Excellent. Donc là, on a parlé de Casus. Fait que là, on peut embarquer dans le sujet principal après 42 minutes. Mhm. Là, je vais juste. On en a glissé un mot tantôt par rapport au moteur hybride. Donc, ce qui différenciait, mettons, le genre de système initial qui avait été développé là, au début, comme genre de preuve de concept, c'est un moteur standard. Et puis après, on est allé vers un moteur hybride. Est-ce que ça serait possible pour vous d'un peu expliquer la différence entre les C'est ça. deux? Pour moi, qui est un. Fred, Qui est pas Ah, bon. je peux y aller. vas-y, là, t'es prêt, Euh, je sais. Dans le fond, pour faire un peu des parallèles avec qu'est-ce qui existe puis qu'est-ce que les gens connaissent un peu plus, justement, on parlait de la navette. Les moteurs blancs sur le côté, qui sont les boosters, là, qu'on voit aussi sur la nouvelle SLS, qui sont en fait, c'est des gros boosters solides qui permettent justement d'avoir la vitesse nécessaire pour atteindre l'orbite. Eux, c'est un gros boost de vitesse qui vont être détachés puis on enlève leur masse après. Puis pourquoi c'est des moteurs solides? Ben, c'est parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de contrôle pour faire ça. Puis c'est le désavantage principal de moteurs solides, c'est que tu le pars puis il arrête quand il a fini de brûler. Fait que ce qu'il y avait dans la première fusée de Casus, c'était ça. Tu peux acheter ça au magasin, là, ça prend un bon magasin. Puis ça OK. prend une coupe de certification. En ligne. OK. Mais Ça prend tu ton peux niveau acheter 1, ça, c'est tu sais. ça? C'est le niveau 1 que ça prend? Ou... Ben, ça En fait, dépend. Nous autres, ça le dépend. moteur Ouais, qu'on c'est avait, c'était niveau, je pense que c'est rendu niveau 3, là, mais Fait que c'est la Mais mettons pour les poussée. compétitions comme ça, ouais, c'est ça. C'est quantifié en termes de poussée, là. Puis les moteurs comme ça, ben, quand on va en compétition, c'est comme la compétition qui l'achète, puis on arrive à la compétition, puis ils nous donnent, on met dans le moteur, puis tu sais, on joue comme pas full avec, là. Fait que c'est pour ça que c'est plus réglementé aussi à ce moment-là, puis ça permet aussi de faire des plus grosses fusées, tu sais. Fait que on peut en prendre un peu plus de trucs. Mhm. Ça fait que là, comme je disais, ben, un gros désavantage, c'est que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Tu le pars, puis ça brûle, puis après ça, c'est fini. Puis aussi, comparativement, mettons, aux moteurs, parce qu'il existe trois catégories de moteurs. Tu as les solides, tu as les liquides qui sont comme les plus complexes qu'on retrouve dans les fusées SpaceX ou la NASA. Que là, c'est comme un comburant puis un carburant en phase liquide. Comme mettons, pour SpaceX, c'est du RP1 avec du kérosène, puis du liquide oxygène qui mélange dans un certain ratio, puis ils brûlent ça ensemble. Deux trucs liquides qui mélangent. Un moteur hybride, on dit hybride pas parce qu'il y a de l'électricité ou des batteries ou qu'on recharge ça dans les bornes Tesla. Là. C'est parce que tu peux. La phase de ton carburant est solide dans la majorité des cas, puis la phase du comburant est liquide. Fait que tu vas venir spray du comburant liquide sur un grain solide. Fait que c'est pour ça qu'on dit hybride, parce que la phase c'est la seule sorte de fusée que la phase des matériaux est différente. Puis c'est en même temps un mélange des deux, tu sais. Parce que tu vas brûler ton carburant solide, un peu comme dans un moteur solide, mettons, par le centre jusque dans les côtés de la fusée. Mais tu vas contrôler ça avec une valve comme dans des moteurs liquides. Attends, ben, C'est comme un mélange de technologies. Ouais, mais on dirait que ça va peut-être m'aider à comprendre, peut-être Ouais. de me clarifier. Tu peux-tu me clarifier le moteur solide? D'abord, c'est pas juste deux solides un comburant, c'est un cube solide qui cogne dans un autre cube de comburant Ah, ok, non, solide, c'est là, ça. ça explose. Ouais. non. C'est un mélange. C'est un peu comme la poudre, là. Fait que le mélange de comburant et de carburant, il est fait dans le bloc solide Ok, mais pour que ça brûle bien ils ensemble. sont C'est liquides. pas Parce que comme deux. la mixture est déjà prête à exploser. Tu approches une allumette de ça part. Là. Ok. Comme, ça demande quand même un peu d'attention quand C'est c'est manipulé. C'est pas comme un bloc de carburant solide puis un bloc de comburant liquide solide. C'est comme un bloc de mélange homogène comburant-carburant. Ah, ok. Fait que c'est hautement explosif. Ok, je comprends. Ok, c'est comme un. Ok, c'est un peu comme un briquette là, d'allumage, là, tu sais, qu'on met dans le feu, le genre de petit bois qui allume full vite. Exact. Là, tu sais, Mais ça Mhm. brûle vraiment bien, ouais. Ouais, c'est ça, ok. Ok, fait que c'est ça. Fait que c'est juste un bloc solide, ok, qui est déjà mixé. Ok, C'est je ça. comprends. Fait que là, après ça, le hybride, on Fait que dans parle. un hybride, la différence, c'est que le carburant, c'est un bloc tout seul de carburant, puis on a un réservoir de liquide. Ok. C'est ça la spécificité du hybride. Ok, Ouais. fait que là, on shoot le liquide, mettons, sur le bloc avec la Ouais. chaleur, puis c'est ça qui génère la. On aime bien dire que, dans le fond, c'est qu'on a une allumette dans le moteur, une allumette électrique. Fait que là, on part ça. Là, il se met à avoir du feu. Puis là, le comburant, on ouvre la valve. Ça passe dans l'injecteur. L'injecteur, il vaporise, là, comme faire un mist sur ta hausse. Là. Fait que là, Mhm. tu as comme un meilleur mélange circulation entre la paraffine qui commence à fondre à cause que tu as un feu. Puis la paraffine, dans le fond, c'est exactement comme des bougies, là, comme une chandelle.
c'est ça qui brûle dans le moteur. Les paraffines, sais-tu bien, quand on voit des moteurs de jet ou des moteurs de fusée, c'est l'affaire en bas qui grossit et qui diminue de diamètre, là, c'est-tu Non, ça, c'est la tuyère. la Ouais. tuyère? La OK. paraffine, c'est ça, c'est un matériel, c'est des bougies. OK. C'est comme... OK. ouais. C'est ça qu'on C'est- utilise comme carburant, nous autres. Mhm. Parce que si on voit à la base le triangle du feu, là, ça prend toujours comburant, carburant, chaleur. Mhm. Notre carburant, c'est de la paraffine, donc c'est comme les bougies, la cire ou OK. whatever, que nous, on vient... Dans le fond, on moule ça pour avoir la forme désirée. Fait que c'est comme un gros cylindre creux. Fait que, imagine un gros cylindre avec un trou au milieu qu'on shoot du comburant liquide dedans. Fait que notre comburant, c'est du protoxyde d'azote. Fait que du NOS, là, un peu comme dans Need les for bons Speed. vieux rapides dangereux. Là. Exact. Fait qu'on a ça qui vient se vaporiser sur de la paraffine qui est comme déjà un peu en train de fondre, puis qui est déjà en train de brûler. Fait que là, c'est comme donne une méchante grosse quantité d'oxygène Mhm. sur un petit feu. Ben, il devient un bon gros feu. Là. Ouais. Fait que là, ce qu'on voit, ce que tu parlais après ça, au début, ce qu'on voyait sur les fusées puis les avions qui changent de forme, puis que par où le flot sort, ça s'appelle une tuyère. Puis Ouais. on a mis ça à dire que c'était un astucieux système pour transformer de la pression puis de l'énergie en vitesse puis en poussée. Mais en gros, c'est que si on regarde les mathématiques puis comment est-ce que ça fonctionne, les écoulements supersoniques, c'est que ça permet de prendre au centre de la tuyère, d'avoir un écoulement qui est à la vitesse du son, puis de pouvoir, après ça, dans la partie qui devient plus grosse, qui s'expand, c'est d'accélérer encore cette vitesse-là à des vitesses plus grandes que la vitesse du son. C'est à ça que ça sert. OK, fait que Fait que l'utilité c'est de comme ça que tu peux avoir une ça... grosse vitesse de jet. OK, OK, fait donc une meilleure poussée en force ou... Exactement. C'est ça. Parce Parce que qu'une poussée, c'est la troisième loi de Newton. Je vais te laisser continuer, ouais. Emile. Là. Ben, tu sais, un exemple, là, ce serait. Ouais, mettons que tu es dans un kayak, là, puis tu te lances à l'eau. Tu sais, le kayak, il recule. Tu sais, toi, Ouais. tu te lances à l'eau, mais le kayak aussi, tu l'as poussé vers l'arrière. Mhm. Mais mettons que tu es sur un paquebot, puis tu fais la même chose, ben, il se passera pas grand-chose. Là. Tu sais, c'est tout pas mal toi qui va bouger, le paquebot, ça ne dérangera pas. Mhm. Par contre, imagine-toi que tu sautes, mais que tu sautes bien vite. Là. Genre, toi, tu te garoches à 8 km par seconde. Ouais. Là, le paquebot, il va peut-être bouger un peu. Mhm. Fait que même si ta masse est vraiment petite par rapport au paquebot, tu l'as tellement envoyé vite, Ah ouais. tu t'es tellement garoché vite que t'es revenu chercher un certain, Un petit certain balancier levier. Là, batterie. ce que tu as fait a servi à quelque chose. OK. Fait que dans le fond, tout le comburant et le carburant qu'on brûle, c'est des kilos par seconde qu'on fait sortir. Mais avec une sueur, on fait pas juste le faire sortir comme, oui, vite, parce qu'il y a de la pression puis tout, on le fait sortir vraiment vite. Fait qu'on va chercher vraiment plus de poussée en retour. Fait que la tuyère, elle grossit, ce qui permet d'augmenter... Sais-tu qu'elle grossit, ça En augmente fait, le débit la ou c'est section de la l'inverse? tuyère grossit, mais la forme de la tuyère, elle bouge pas, elle. Ah. C'est comment ça fonctionne, là, c'est... Imagine deux cônes, un convergent puis un divergent. Mhm. Fait que t'en as un qui vient restreindre l'écoulement jusqu'au au milieu. Puis après ça, le cône, il regrossit après, mettons la section. Mais ça reste un cône, la forme change pas. Mhm. Fait qu'il C'est grossit. juste que les grossit. gaz, ils s'expandent dans la tuyère. Fait que ça permet, C'est un peu ça compliqué lui à permet, expliquer. ouais, c'est avec, tu sais, puis en plus, Ouais. nous, on a notre caméra, puis on peut voir on voit nos mains, puis tout bouger, mais peut-être, en tout Ouais, cas, les ouais, gens ouais. qui ont l'audio, ils vont peut-être moins comprendre, mais en gros, ça, excuse Emile, en fait, t'allais dire quelque chose. Ah ben non, mais j'allais dire qu'en effet, c'est peut-être pas. On s'est peut-être pas préparé à expliquer le fonctionnement d'une tuyère. là. Désolé, Tu ouais. sais, Non, non, c'est quand même je me laisse un pas. fun sujet de cours de maîtrise aussi. Là. Fait que tu sais, c'est pas. Ouais, non, C'est ouais. pas nécessairement. On pourrait se préparer puis présenter de quoi, mais. Non, mais c'est correct. Tu sais, je pense que l'essentiel derrière ça, c'est de Ouais. dire on propulse notre mix de comburant-carburant tellement rapidement, ou c'est peut-être juste l'un des deux, Ouais. que ça permet de exact. compenser le fait qu'on a une petite masse, puis ça permet de C'est ça. d'atteindre Ben, dans le des fond, c'est très qu'on grandes éjecte forces. une petite masse de gaz, en gros. Une petite masse de gaz. OK. Ah ouais, c'est le Comparativement à gaz. la Ouais, taille comparativement à la taille du véhicule, tu sais. ouais c'est À vrai. la OK. masse du véhicule. Fait que le véhicule, c'est comme le paquebot dans ton analogie de tantôt, la fusée. Exactement. Le gaz, c'est le petit gars qui court puis qui saute. C'est ça. OK. Ah, OK, là, je comprends mieux. Puis Puis ouais. si on explique un peu plus aussi dans les détails, pourquoi est-ce qu'on a besoin de brûler des trucs? Dans le fond, c'est qu'on veut avoir un mélange Ouais. gazeux avec beaucoup de température puis beaucoup de pression. La pression, elle vient du réservoir parce qu'on a mis notre réservoir avec beaucoup de pression à l'intérieur, déjà en chauffant notre comburant. Mhm. Puis en faisant en sorte que quand on le rentre, ben on en rentre pas mal, fait que la pression du réservoir elle augmente.
Mhm. Dans notre cas, c'est comme autour de 850 PSI. Après ça, Ah ouais. tu as ce truc-là qui rentre déjà avec beaucoup de pression, puis qu'on rajoute de l'énergie au mélange en brûlant. Fait que là, on va augmenter la température des gaz aussi. Fait que là, on a un mélange hyper avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup de température. Puis c'est là que la tuile est intéressante, c'est que ça permet, grosso modo, de transférer toute cette énergie-là en vitesse. C'est à peu près à ça que ça sert. Fait que là, plus tu as d'énergie, plus tu as de vitesse, plus que tu vas pousser. OK. Je savais en m'en venant que ça allait être ça, mais c'est tellement de la chimie, là. C'est tellement de la chimie. Tu sais, il y a de la chimie, puis on dirait beaucoup de... Je m'attendais pas à ça, mais beaucoup de mécanique des fluides, puis dynamique des fluides. Ah ouais. Tu sais, Exact. je pense au venturi, puis à tout ça, là, on dirait que ça me fait penser à ça. Là. Mhm. Ouais. En fait, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, ouais. Ouais. Exactement. Mhm. Écoutez, je suis comme curieux. On parle de mécanique depuis tantôt. On parle là, on parle un peu de chimie, on va dire, mais de la fluide. Mhm. J'étais curieux en me préparant. Est-ce qu'il y a des systèmes informatiques bien complexes dans votre fusée qui demandent donc un autre champ de compétences ou ça se réserve pas mal juste à ce qu'on vient de parler? Parce que, tu sais, contrôler le valve, sûrement, là, mais tu sais, contrôler la pression, tous ces contrôles-là. En fait, ouais, c'est un truc... parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop parlé, mais en fait, nous, on est Ignitus 2. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un projet Feedback qui était Ignitus, les premiers du nom. Puis, ce que nous, on parle depuis le début, eux aussi, ils ont un peu déjà fait ça, concevoir un moteur et tout. Ce qui était l'ajout principal de Ignitus 2, c'est d'avoir tout un système de contrôle à distance. Fait que d'avoir un avionique de commande qui fait en sorte que tu peux tout, ce qu'on disait tantôt, actionner les valves, puis acquisitionner la pression et la température avec des capteurs. Tu peux tout faire ça à distance avec une télécommunication. Fait que nous, dans l'équipe, on était en fait en minorité, là, le nombre les gars mécaniques, on était 3 mécaniques. Il y avait 3 personnes il y a 3 personnes en électrique, puis une personne en info. Fait que justement, tout le moteur, normalement, dans la compétition, doit être opéré à distance pour des questions de sécurité. Puis, tu sais, d'habitude, mais si on parle de pressure vessel, là, de vaisseau sous pression, nous, c'est un truc qui va voler en plus. Fait que, en plus d'être un truc vraiment sous pression, ben, on veut qu'il soit pas trop lourd. Fait que pour que ce soit sécuritaire, on va pas s'approcher parce que ben, il y a quand même des chances qu'ils peuvent exploser. Mhm. Fait que c'est beaucoup pour la sécurité. On dit on opère tout ça à distance, puis on va jamais à côté pendant que c'est en train de se remplir, pendant que c'est sur le bord de se lancer, pour que justement sécurité. Fait que ça, c'est Ouais. une grosse partie du projet. On peut Puis juste faire- aussi faire la nuance tout de suite parce qu'on pose la Vas-y. question souvent. Ouais, vas-y. Ça sert pas à contrôle de la fusée. Ça sert à contrôle des opérations au sol avant. Parce que contrôler une fusée, ça devient un missile, puis là, c'est vraiment une autre catégorie de véhicule, puis on s'embarque pas là-dedans. Ça demande un autre niveau, plus que 1, 2, 3, là, la Ouais. missile. Là, ça demande Ouais. d'autres niveaux de sécurité. OK. Puis en termes de, mettons, travaux entrepris à l'université, c'est. T'en fais pas? Tu fais pas des missiles? Non, on fait pas de missile à l'université. Fait que c'est ça la différence. Fait que c'est au sol. OK, ouais. C'est assez... Mhm. Je comprends. Mais mettons, Mieux. les systèmes sont faits pour acquérir la pression-température dans le moteur pendant qu'il vole, mais on peut pas contrôler le moteur. OK. Ouais, OK, ouais, non, une fois que c'est démarré au sol. Une fois qu'il est parti, ben, mettons, on pourrait décider de fermer la valve après un certain temps ou ainsi de suite. Là. C'est juste, mettons, il faudrait que tu sois rapide, ça gâchette sur le piton parce que c'est pendant 5 secondes que ça brûle, le système. Mais fait que, on peut avoir le contrôle sur le moteur normalement à distance, mais c'est vraiment pour les opérations au sol avant. OK, puis qu'est-ce que tu allais dire, Émile, par rapport à ça? J'ai l'impression que tu allais ajouter quelque Ah, chose. ben, c'était. Fred, il avait expliqué l'aspect sécurité puis masse, là. Mais c'est qu'en fait, tu sais, juste pour l'expliquer un peu, tu sais, comme dit, on a des vaisseaux sous pression, là. Fait que là, tu sais, il faut que l'affaire que tu construis soit résistante. Premièrement, là, on se dit qu'il faut que ce soit léger. Fait que là, l'acier, on oublie ça, c'est super lourd. Ouais. Tu sais, oui, c'est super fort, mais c'est tellement lourd que comme c'est pas avantageux. Puis On se juste tourne plus. Emile, pour mettre du pouce sur ce que Vas-y. tu dis tantôt, là, si notre fusée est plus lourde, ben comme on dit tantôt, c'est comme si le paquebot était plus lourd. Fait que ça prend encore plus, faut Ouais. sortir des trucs encore plus vite. Fait que le trade-off à faire, c'est qu'on dit que nous, au lieu de prendre un paquebot, ben justement, on prend le kayak, on prend une fusée qui est plus légère. Fait que c'est plus facile à pousser. OK. C'est ça. Mhm. Fait que quand tu optimises des trucs de fusée, il faut toujours que ce soit léger tout le temps. OK. Mais là, tu Exact. peux pas en acier, d'aluminium, Fait ça que se fait là, pas. ouais, l'aluminium, matériau assez abordable, puis tu sais, bonne propriété au niveau de la densité, fait que c'est quand même léger. Ça rouille Euh, pas. ça rouille pas, etc. Ça rouille moins Par contre, glacé. Ouais, ça rouille, mais moins glacier. tu peux, ouais, c'est C'est ça. c'est pas le même, exactement la même merde qui pogne là-dedans, là. Ouais. Mais
Donc là, si on se dit on a un réservoir en aluminium, on le fait super léger, mais là, quand on fait de la conception, on utilise ce fameux concept de facteur de sécurité qui est, je fais mes calculs, je me dis, faut pas que ça brise jusqu'à telle pression. Mais là, fait que je calcule, je me dis, OK, il faut que les murs soient ça d'épais, il faut que j'aille tant de vis placés de telle manière. Mais ça, c'est en assumant que notre matériau il est parfait, que j'ai pas fait d'hypothèse qui allait simplifier certaines choses, que la pression elle peut être un petit peu plus haute qu'on pensait à tel instant pour une raison inconnue. C'est comme impossible là, de faire ça. C'est pas viable. Fait que plus que tu as de l'assurance sur tes capacités puis plus que tu fais des tests pour t'assurer que ton design est bon, plus que tu peux descendre ton genre de facteur de sécurité qui est dans le fond de dire mettons, je vais opérer à temps, mais on va faire comme si c'était bien plus. Fait que comme ça, mon design, il est comme déjà prêt à tous les imprévus. Fait que, mettons, ton mur de tank, de réservoir, mettons que t'arrives, Ouais. tes calculs, ça donne 1 millimètre, mais tu te dis, OK, on va mettre 3 millimètres juste pour être safe. Ouais, Exact. c'est ça. Parce qu'il y a des inconnus. Fait que là, nous, on réduit ce facteur de sécurité-là le plus qui est acceptable pour la compétition. Mhm. Fait que nous autres, notre réservoir, il est fait pour résister à peut-être 2.4, 2.5 fois la vraie pression qu'il va y avoir dedans. Ouais. Mais ça fait en sorte que si tu avais mal calculé des trucs ou qu'il y a des plus gros imprévus qui arrivent, il y a plus de chances qu'il y ait une rupture puis que là, ça explose. Parce que il me Versus. semble, tu me corrigerais, Emile, mais d'habitude, mettons, un vaisseau sous pression standard, on prend un facteur de sécurité de 4. Parce que comme ça, tu es Ouais. vraiment sûr qu'il n'y aura pas de problème. Parce que c'est probablement que beaucoup de personnes doivent connaître l'émission Les Stupéfiants, Mythbusters. Ils ont démontré que ça fait un vaisseau sous pression ou une bonbonne qui explose, puis ça développe ça libère beaucoup d'énergie. Genre, la bonbonne, elle passe au travers du mur à béton sans problème. Fait que tu veux pas que ça arrive, en gros. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'empêcher, dans le fond. Là. Faut que ça arrive. En fait, quand ça explose, c'est vraiment, vraiment dangereux. C'est ça l'affaire. Mais fait que dans le fond, le risque, ça serait que ça parte dans les airs puis que ça retombe et que ça explose en revenant au sol, c'est tout ça? Mettons que le parachute. Le risque, en fait, c'est que pendant qu'on est en train de l'opérer au sol, qu'on est en train de la remplir, puis on est à ta côté, là, elle explose. Ah ouais. Là, probablement que c'est la mort assurée. C'est pas super. Ouais, ça a pas l'air super, effectivement. Fait que quand vous faites des tests, ça veut dire que c'est pour ça que tu criais dans le vidéo. Là, je pense que c'était toi, Fred. Ouais. J'entendais crier parce que tu devais être Il y a genre. eu les deux, en fait, il y a moi et Emile. Ok, il y a Emile aussi. Moi, je parlais plus doucement après. Je laissais Fred de faire le criage. la voix qui porte à Fred. Fait que tu sais, Mm. vous êtes à genre quoi, une centaine de mètres du lieu de. En fait, pour C'est les encore tests, mieux. pour les tests, on est vraiment chanceux à l'université. Je pense qu'on est un peu jalousé par beaucoup d'universités pour ça. On a un bunker, en fait, à l'université. Fait que c'est un gros bloc de béton dans le bois, à côté du centre sportif, que tu peux rentrer dedans, puis nous, notre test bed, notre banc de test est installé là. Fait qu'on met le moteur comme à la sortie du moteur du bunker. Fait que le feu sort à l'extérieur, sans comme être dans le bunker puis empester tout, mettons. Mais tous les vaisseaux sous pression puis tout ce qui peut être dangereux est dans le bunker. Fait qu'on peut être à proximité, je dirais. Mais mettons, tu sais, durant les tests, on est peut-être à une dizaine de mètres. Peut-être un peu moins. Mais avec comme c'est quand même du matériel de protection. Là. Il y a comme des plexiglas entre le moteur et nous autres. Puis on est quand même loin. Puis la règle, c'est de ne jamais avoir le moteur visible de tes yeux parce que si tu vois le moteur, lui, il voit. Fait que s'il explose, tu peux manger des trucs. T'sais. Ok. Fait que, vu qu'on n'est pas dans la ligue de mire, là, ben, c'est correct. Puis il est comme dans son habitacle sécurisé. Fait à ce moment-là, on peut être un peu plus proche. Par contre, sur un pad de test, sur un pad de lancement dans une compétition, ben, il n'y a pas de bunker. T'sais. Ouais. Il faut que tu sois capable de faire tout ça à distance. À combien de distance à peu près les requis de compétition, c'est 600 mètres. Ouais. C'est énorme là, quand même. Fait que vous êtes, c'est pas mal. Ouais, fait que vous êtes chanceux d'avoir un beau petit bunker fancy. C'est pour ça qu'il y a souvent Oronos, l'équipe de Polytechnique, qui viennent à Sherbrooke pour tester leur moteur à Sherbrooke. Mais c'est ça, Oronos, c'est une des questions que j'ai cru lire dans vos posts qu'il était arrivé quelque chose au banc d'essai d'Oronos. Ouais. C'est quoi qui est arrivé? Il y a quelque chose qui a explosé ou je sais pas. Oui, exactement. c'est comme on en rit, mais c'est comme. Y a-tu quelqu'un qui était blessé? J'espère que non. Non. C'est ça le bunker. Okay. Exact. C'est le bunker. Fait que le bunker a amorti le choc puis il est encore debout sûrement. Fait que... ouais. Le bunker, il n'y a absolument rien eu. C'est vraiment juste le banc d'essai qui est l'espèce de structure métallique avec notre capteur de force
sur laquelle on monte le moteur carrément. Fait que le moteur, lui, il pousse là-dedans. Toute sa poussée, dans le fond, est transmise à cette structure-là. Ça, c'est ancré dans le béton du bunker. Ouais. OK. Puis là, il y a eu... en fait, là, c'est un problème avec leur moteur. Là. On en avait pas tant reparlé, mais tu sais, bon, clairement qu'il y a eu une fuite à quelque part. Puis, En fait, ça, on... je pense que j'ai un petit peu plus de détails, Émile. Là. Ah ouais, ça se peut. Comment qui marche, là, c'est qu'eux, ils ont comme un gros tube qui tient tout le moteur dans le tube. Puis c'est comme s'il y avait deux cylindres, un cylindre qui tient le moteur, puis un autre cylindre à l'intérieur qui c'est le moteur. Puis le problème, c'est qu'il y a comme eu une fuite dans le moteur qui a fait que la flamme est sortie, puis elle a comme commencé à gruger la jonction entre les deux tubes. Fait que le moteur, il est sorti du tube de casing, fait qu'il a juste été cogné à le banc de test à 3000 newtons. Ben, je sais pas eux, c'était quoi leur... Ça, c'était probablement plus autour de 6000. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, le testbed a mangé une bonne claque, là. Un gros 6000 newtons. Là. Puis le fait que ce soit aussi un choc qu'on dit dynamique, là, c'était pas. Tu sais, oui, le moteur il peut pousser X nombre de newtons, mais là, c'est un impact, puis il explose, fait qu'il libère beaucoup plus d'énergie. Fait que c'est ça qui a fait. Puis là, fait que c'est ça, il y a des le banc d'essai, il était pas mal plié. Mais je veux dire, c'est tout fait la plate en acier d'un demi-pouce, ça était poqué, là. Puis c'est tout fait en profilé d'aluminium vraiment épais, là, genre du presque 45 mm de profilé, les fameux T-slots. Puis ils étaient tous pliés presque aux 90 degrés. Là. Il y avait beaucoup qui étaient vraiment, vraiment maganés. Là. Ah ouais. Fait que là, c'est tout ça qui a mangé à claque, puis le reste du bunker était bien correct. Hey, ça a tout cisaillé les ancrages, là. Il a comme fallu le refaire, parce que c'est vu qu'il est dans le béton, il a comme reculé d'une traite, mais tous les ancrages ont comme repris de l'autre, fait qu'ils ont tout cisaillé, puis ils ont comme tout presque coupé au niveau du béton. Fait que là, il a fallu en reposer, mais c'est principalement le banc de test qui a mangé le gros coup, puis pas le bunker. Autrement dit, c'est ça, toute la partie ancrée dans le sol, toute la partie en béton, genre absolument rien, aucun dommage, c'est juste que tout ce qui était en métal ou ce qui était fixé à ça a lâché. Exact. Puis, Ouais, a lâché. Fait, ok, puis c'est quoi, est-ce qu'on sait c'est quoi qui a causé la genre de fuite initiale que tu parlais? Tu disais qu'au début, genre, là, après ça, nous, tu sais, vu que ça... On n'est pas dans leur équipe, dans le Ouais. sens où on fait pas de conception avec eux autres, on fait juste comme aller au bunker, débarrer, va faire comme genre ah c'est cool, il y a du feu, c'est un beau moteur, continue comme ça, puis on est content de voir des tests, puis on retourne chez nous, tu sais. Puis on leur jase un peu pour savoir qu'est-ce qu'ils font, parce que tu sais, quand même on se jase un peu les équipes de moteurs de fusée pour savoir comme c'est quoi leur démarche, avez-vous essayé ça, avez-vous une valve en surplus qu'on pourrait prendre, c'est ce genre de trucs là. Fait que, on se jase un peu, mais on n'a pas lu le rapport d'analyse de qu'est-ce qui s'était passé dans les détails. Est-ce que dans le fond, c'est quoi un peu. Ben, c'est pas grave, mais c'est quoi, juste pour notre info, c'est quoi qu'ils font en Ronos de différent de vous? Parce que les deux, vous avez l'air de faire des fusées. Ah, ben, ouais, ils font la même chose, c'est notre compétiteur. Hein? C'est juste, ok. Quoi? c'est des étudiants comme ça, comme au bac comme nous, puis ils font des fusées, fait qu'on s'entend bien. À Sherbrooke aussi, genre? Non, à Ouais. Montréal. Les autres, ouais, c'est ça. Ben, eux sont à Polytechnique à Montréal. Polytechnique. C'est une autre université, fait que c'est nos concurrents, mais Ok. nous, au Québec, ben, parce que principalement à Sherbrooke, le C'est TS, pas puis nos concurrents encore, là, ils ont pas mal plus d'expérience que nous, mettons. C'est ça. Nous, c'est peut-être un peu pendant de dire que c'est nos concurrents, on est peut-être pas rendus là. Mais Ben, en même temps, notre premier moteur, on est quand même assez fiers de ça. Puis, je veux dire, je pense qu'on est. On va y rattraper, moi, je pense. Le moteur qu'on a fait live, il est bien. Ouais. Fait que là, autrement dit, dans le fond, Oronos de l'Université de la Polytechnique, il emprunte le bunker de l'Université de Sherbrooke pour faire les tests, c'est ça? En fait, le deal initial, c'était qu'ils amenaient leur testbed, parce que nous, on n'avait pas de testbed pour faire des tests, puis ils utilisaient notre bunker. Fait que quand nous, on voulait faire des tests, on pouvait utiliser leur testbed. C'était comme un partage. Fait que c'était quand même cool. Après ça, ils ont éclaté le testbed. Fait qu'on a bâti un testbed à deux. Fait que c'est comme rendu le testbed de Polytechnique puis de Sherbrooke. Ok, c'est vraiment un projet. Puis on jase aussi un peu. Ouais, c'est un projet commun. Puis là, on jase aussi des fois avec l'ETS. Un peu moins avec Laval, parce que je pense que Laval, c'est plus compliqué de se lancer le groupe. Mais ouais, au Québec, ben, tu sais, souvent, on se pointe aux États-Unis faire des compétitions, puis c'est pas Canada against the world, là, mais un peu. Là. Fait que, on essaie beaucoup de s'entraider entre nous autres, puis de bien paraître à l'international, comme en tant que nation, plus qu'en tant qu'école. Ouais, c'est normal. Ouais, ben les universités canadiennes, puis il y en a une couple d'universités québécoises qui sont assez solides dans ces compétitions-là. Fait que, ouais, on est quand même. On a quand même la chance de pouvoir poser des questions à nos voisins, nos universités voisines, puis c'est pas. Ils ont quand même.
ont quand même fait une coupe d'affaires, fait qu'on a confiance. Ils ont l'expérience à vous prêter. Ouais. Maintenant, je me demandais, j'avais encore des petites questions qui me restaient. On a quand même fait le tour. Il y avait une section, je voulais jaser peut-être de les méthodes de test, les méthodes de validation, juste par curiosité. Puis on n'est pas obligé de passer une éternité là-dessus si c'est comme pas passionnant ou whatever. Mais comment vous faites pour évaluer la poussée qui sort? Fait que le 3300, mettons, Newton, comment vous faites pour évaluer ça? En fait, je pense qu'il y a un gros truc du projet que moi j'aimerais ça jaser parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, puis que ça parle quand même aussi de notre démarche scientifique, c'est que le moteur il est backé par un modèle analytique fait dans MATLAB qui modélise toutes ses performances. Puis ça, ce modèle-là, il a été fait comme il y a 1 an. Le premier truc qu'on a fait, c'est ça, dans le fond. Parce que grâce à ce modèle-là, on peut savoir si on veut ces performances-là, ça nous prendrait comme ce moteur-là, ses grosseurs, ses dimensions, la quantité de carburant. Fait qu'après ça, nous, on a utilisé ce modèle-là pour faire notre conception. Fait que, après ça, comment est-ce que le moteur marche? On met le moteur sur le testbed qu'on parlait tantôt qui était de Ronos puis là, qui est rendu comme à nous deux. Puis on gère plein d'affaires dessus, sur le testbed. Premièrement, on mesure la masse du réservoir. Fait que là, grâce à ça, on peut avoir le débit de masse du moteur. Fait que là, c'est une load cell qui, dans le fond, c'est que juste le réservoir est accroché sur une load cell. Fait qu'après ça, vu que tu as la masse en continu durant le test, tu peux savoir c'est quoi ton débit de masse en fonction de début puis la fin. Après ça, le moteur est coaxial avec une autre load cell qui permet d'avoir la poussée directe. Fait qu'elle est en compression, puis tu donnes directement en livre la poussée du moteur. Après ça, on a beaucoup de capteurs de pression dans le réservoir, dans les lignes, dans l'injection, dans le moteur, pour suivre comme tout le chemin de la pression, puis les pertes qu'on va avoir dans la pression durant tout l'écoulement. Fait qu'après ça, on peut aussi estimer les moteurs, les performances grâce à ça. Puis là, puis on a quand même aussi une coupe d'estimée de température. Puis grâce à toutes ces informations-là qu'on a, puis qu'on sait aussi qu'avec le modèle, c'est quoi toutes nos estimés qu'on devrait avoir en fonction de la forme du moteur, puis comment il fonctionne. Ouais, tous nos paramètres. On peut savoir si notre moteur a bien marché ou pas. Est-ce que ça marche? Baseline théorique. Comme prévu, c'est ça, ou pas comme prévu. Ouais, le comme prévu, ça voulait. Tu sais, c'est pas juste on veut que ça pousse tant, on décide des trucs un peu aléatoires. C'était quand même. Tu sais, il y avait une démarche en arrière pour dire on s'attend à ce que ça fasse ça. On veut avoir cette tendance-là de courbe, genre dire que ça va pousser. C'est d'avoir un maximum, mais aussi d'avoir. On parle beaucoup de maximum depuis le début, de dire qu'on a poussé 3357 newtons, mais un chiffre qui est aussi important, c'est comme des newtons secondes, l'impulsion totale que le moteur va donner, parce que c'est comme le nombre total de newtons que le moteur a poussé. Fait que si tu dois avoir un gros spike, après ça drop vraiment vite, ça sert à rien. Fait d'avoir aussi un modèle qui modélise exactement c'est quoi les tendances, puis est-ce que quand nous on teste le moteur, on a les mêmes tendances que le modèle. Puis notre modèle, dans le fond, on fine-tune, on accorde les paramètres pour faire en sorte qu'on ait le comportement qu'on veut sur le vrai moteur pour atteindre nos objectifs. Fait qu'après ça, si le modèle atteint les objectifs puis que le moteur suit le modèle, normalement, le moteur atteint les objectifs. C'est un peu ça la démarche scientifique. Ouais, mais en même temps, comment d'itération? Vous ne pouvez pas avoir fait 1000 tests physiques du moteur non plus. C'est là que ça devient intéressant, là. C'est qu'il faudrait. Ouais. Il faudrait faire des milliers de tests. Pour roder le modèle. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, on en a parlé un peu. Oui, il y a de la chimie là-dedans. Il y a de la combustion, toutes sortes d'affaires. S'il y a plus de comburants qui rentrent, la recette de combustion n'est pas pareille. Fait que les températures sont pas les mêmes, les pressions sont plus les mêmes. Fait que la vitesse à laquelle tu brûles ton carburant change, ce qui change. Parce que, tu sais, tout est pris ensemble, là, puis ça se lâche pas. Fait que, en faisant seulement 2 tests, dans des conditions pas exactement pareilles, dans un test, on avait toute la masse de comburant qu'on voulait, les 6,5 kg. Dans l'autre, on en avait juste 4,5 kg. Dans le premier test, on avait un injecteur donné. Dans le deuxième, on l'avait modifié parce que on se disait ça, c'est sûr qu'il faut qu'on ait plus de débit. On peut même pas dire on retrouve les mêmes chiffres d'un test à l'autre parce qu'on sait qu'on a changé des choses. Ouais. Fait que là, c'est encore plus dur d'ajuster nos paramètres dans le modèle. Fait que ce qu'il faudrait faire, l'idéal, c'est de faire plusieurs tests, je vous dirais au moins une dizaine, dans les mêmes conditions expérimentales, mettons. Là. Puis là, après ça, tu es capable de voir plus des tendances, puis de dire, OK, c'est réellement ça qui se passe, puis c'est pas juste comme un artefact de ce test-là. Ouais. Ou bien tu peux te dire,
si on peut dire, il y a un comportement qu'on retrouve pas dans notre modèle. On en a un exemple flagrant, là, tu sais, on n'en parle pas vraiment dans nos posts pis tout. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la paraffine, elle brûle pas comme on veut. Dans le sens que elle fond plus vite que ce qu'elle brûle. Fait que le carburant s'épuise vite. C'est le fun dans le sens que il y a plus de masse qui sort par seconde de carburant. C'est pas pire. Mais le fait qu'il brûle pas complètement, c'est de l'énergie qu'on perd au bout de la ligne. Fait que tu sais, on n'est peut-être pas capable de pousser assez longtemps pour avoir les performances qu'on veut. Juste là, ça, comment ouais, est-ce qu'on vas-y. voit ça? Je vais te laisser tu continuer après, Emile. Comment on voit ça? Vous avez regardé la vidéo. Dans la vidéo, on voit surtout du premier test qu'il y a comme une grosse boule on voit les ondes de choc puis de compression au début à la sortie de la tuère qui fait comme un beau cylindre de feu. Puis après ça, tu as une grosse boule de feu à l'arrière. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est que la grosse boule de feu, c'est comme tout le reste de paraffine qui n'a pas brûlé, qui brûle à la sortie. Fait que toute cette énergie-là qui brûle à la sortie, tu voudrais l'avoir dans le moteur à la base. C'est ça, c'est ça, la genre d'impulsion. C'est comme ça fait un peu un spike, comme tu parlais tantôt. Là. Ça fait une genre d'impulsion instantanée à la place de s'étendre dans le temps. Ouais, c'est un peu ça dans le fond. C'est qu'on brûle plus vite le carburant. Fait que c'est pour ça qu'on disait tout début, là, ah oui, si on extrapole, on se dit que le test est super parfait, mais peut-être qu'on aurait épuisé notre paraffine avant la fin du test, puis qu'on n'aurait plus rien à pousser, justement en fait, parce qu'on en brûle pas, qu'on la brûle pas correctement. C'est ça. Puis le problème, c'est que, mettons, si on fait l'analyse avec l'analogie avec une voiture, ben tu veux pas pousser du gaz à terre. C'est un peu la même affaire. C'est que là, tu chaudes du carburant derrière la fusée, puis il sert pas à faire avancer la fusée. C'est comme ça le problème. Il est comme gaspillé, là, finalement. Là. Exact. Ouais. Mais le concept du modèle est très, très intéressant, par contre. Puis là, je l'ai comme remis en question en disant, ben là, vous avez pas fait plein de tests, vous savez pas si c'est bon, mais je sais que t'as passé pas mal là-dessus. Non, ben c'est normal, valide, je veux dire. Puis, en fait, en général, qu'est-ce qui est fait, c'est que tu sets comme tes conditions de base de test en disant comme mon comburant, il faut que ce soit à cette température-là, cette pression-là, il faut que j'aille cette quantité-là, puis cette quantité-là de carburant. Fait que là, si ça, tous tes paramètres sont comme connus, puis que tu répètes toujours cette recette-là, ben normalement, si tu as bien fait ta job, tu vas avoir le même résultat. Tu fais toujours le même sucre, puis le même ingrédient, tu vas avoir le même gâteau. Normalement, en cuisine, c'est comme ça que ça marche. C'est quand même aussi que ça marche comme ça avec une fusée. C'est juste que, ben, nécessairement, c'est ce qu'on a vu aussi l'autre fois, si tu réussis pas à faire ça, puis il y a quand même beaucoup de façons que tu réussisses pas à avoir les mêmes ingrédients, ben, tu n'auras pas les mêmes performances, puis là, tu peux pas full prévoir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Fait que c'est là que ça prendrait beaucoup de tests, puis mieux comprendre c'est quoi les comportements en fonction des différents paramètres, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. T'sais. Fait qu'au final, les deux tests que vous avez faits, est-ce que le modèle, est-ce que quand vous avez révisé remis les données environnementales ou les données vraiment, les données d'entrée du test, est-ce que le modèle prévoyait bien les résultats? Ouais, c'était étonnant même. Justement? Okay. Ouais, on est agréablement surpris. Ouais. À quelle marge à peu près, genre 10% d'erreur ou à peu près? Ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Mais en général, là, on n'a même pas fait de comparatif, là, mais mettons, au début, on disait, on visait ton 3000 Newton, etc. Là, mais si on reprend, si on rentre les paramètres qu'on avait qui faisaient qu'on avait un moins bon débit dans notre modèle, je veux dire, les courbes, ils se chevauchent à bien des places. Là. Fait que le travail qu'on fait, c'est qu'on notre modèle, il prenait des paramètres d'entrée arbitraires au départ, qu'on avait setés dans le test, que c'était comme un peu notre objectif. Mais on se rend compte après le test que c'était pas les paramètres qu'on avait. Fait qu'avec toutes les mesures qu'on fait sur le moteur, genre analyse du coroner, là, quand il a brûlé, puis quand on peut tout reprendre ces parties, puis faire cette analyse-là, on rechange les paramètres, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le modèle, il prédisait ça? Puis la réponse est oui. Je pense qu'on peut dire que la réponse est oui, ça le prédisait. C'était peut-être pas plus ou moins 1%, là. C'était, mais probablement que ça en bas de 10%. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait cette... Parce qu'on a fini pas mal nos analyses, là, mais on n'est pas arrivé avec un genre de chiffre... Ouais, un chiffre magique des réponses à la fin. Mais c'est aussi, moi je trouve, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher de chiffres, c'est que ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est beaucoup les courbes, les tendances de courbes, genre quelle forme elles vont prendre. Puis les courbes, mettons, entre l'expérimental et le théorique, la seule différence, c'est il y a un petit offset, mettons. Mais les courbes se suivent, puis ils ont presque la même pente, la même forme. C'est juste que, mettons, l'expérimental était un petit peu plus bas pour X raisons. Ça doit tellement t'amener ça a tellement dû vous amener une énorme fierté quand justement toutes tes courbes fonctionnent et matchent avec la réalité. Là, c'est souvent ça des modèles. Là, c'est...
c'est là que tu te dis, hey, c'est bien fait quand même, tout ça. Ouais. Là. C'est dans MATLAB, ça? Puis, ouais, Ouais. mettons qu'on rentre rapidement dans les détails. Là. Ce que le modèle fait, c'est que On dans le va réservoir, ressortir des détails assez vite parce qu'il y a ouais, bien des. c'est ça. Ce que le modèle fait, après ça, ben, je peux expliquer le réservoir puis Emile t'expliquera le moteur. Mhm. Dans le fond, on modélise chacun des comportements des différents sous-systèmes. Fait que, premièrement, le réservoir, on a comme un solver qui vient en tout temps en fonction de la température et de la pression, puis le temps qui avance. On sait qu'on a un écoulement. Il vient en tout temps calculer la quantité, le nombre de moles d'oxydant, de comburant liquide, gazeux, puis la différence de pression, il me semble. Ouais, ben, il utilise c'est quoi la différence de pression qu'il y a dans le C'est ça. moteur. Là. Fait que dans le fond, c'est comme une équation différentielle de degré comme quand même gros avec 3 paramètres à trouver en continu. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme le réservoir, il sauve ça. Après ça, tous ces paramètres, qui est les conditions du comburant, il feed ça dans le moteur. Puis, Ben, puis là, dans le moteur, il y a quand même plusieurs blocs. Là. Tu sais, il y a un aspect qui essaie de décrire par rapport à la quantité de comburant qui rentre, euh, combien de paraffine tu fais manger. se fait C'est ajouter brûler. au mélange. Euh, Fait que là, ça nous donne des. Juste ça, juste cette valeur-là, là, le combien de paraffine se fait brûler par seconde. Il y a 3 variables dedans. Là. Ouais. Puis il y en a 2 qui sont seulement que tu peux juste déterminer expérimentalement. Puis, je veux dire, la littérature nous. Oui, mais non. ok. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour Fait ça que, que votre maîtrise, vous allez sûrement passer genre 1 an de faire des reviews de littérature, là, j'imagine. C'est souvent ça Ouais, là, même au pas début. là-dessus. Là. ouais, Pas non, là-dessus, nos projets sont cette pas année. là-dessus, malheureusement. C'est bon. Mais, tu sais, puis après ça, il y a la partie plus combustion. Là. Fait que là, on a notre mélange. Fait que là, on a récupéré un genre de site sur un genre de vieux code là, qui a été fait là, par la NASA il y a super longtemps, là, qui a été adapté par quelqu'un de la Polytechnique d'ailleurs, sur MATLAB, qui fait justement là, tous les calculs chimiques là, puis Ok. de la réaction qui se donne de combustion. Là, après ça, on a notre modèle, si on veut, de la tuyère, là, avec la forme exacte qu'on a, puis tu sais, c'est quoi la pression extérieure dans le moteur. Puis à la fin, il nous sort des graphiques à n'en plus finir là, sur des pressions ici, là, des valeurs un peu partout. Ouais. Ouais, fait que bref, on s'arrange pour qu'ils nous sortent d'une trentaine de graphiques de tendance sur ce qui se passe dans le moteur. Pour qu'on peut venir remesurer après ça dans nos tests Ouais, puis comparer. ouais. Je comprends que vous n'avez pas sorti un chiffre d'erreur dans le pourcentage, c'est normal parce que vous avez, tu sais, il y a tellement de résultats à analyser que Ouais. ça va être Ouais, difficile il y en a vraiment beaucoup. Ouais. de tout résumer ça. C'est sûr que c'est difficile, puis ça doit peut-être même pas se faire concrètement. Tu dois faire peut-être des moyennes, puis je sais pas comment tu le ferais, là. En tout cas, si vous avez l'intérêt, ça va être à vous de, de le faire pour la fin de votre fin dans 2 semaines, là, votre fin de parcours. Mm. Mais l'idée, le concept du modèle est très intéressant. En tout cas, moi, mettons, c'est un exemple niaiseux, puis je sais pas si vous en avez fait là, dans le cadre du projet, mais tu sais, des analyses par éléments finis, tu sais, quand tu essaies de modéliser un problème Ouais. assez simple, puis là, tu veux juste voir si ça va tenir, puis là, tu le Mhm. fais, ton modèle, puis là, ton modèle t'a dit, le modèle par élément fini, pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs, ben c'est, tu mets des contraintes de force, des contraintes de vis, puis de tout ce qui est fixe, dans le fond, dans un objet, puis tu donnes le matériau de l'objet, puis tu peux en ressortir, normalement, comment l'objet va Les se comporter, est-ce contraintes qu'il va puis les briser. déformations qui va, Bon. Voilà, que merci. la pièce va avoir. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, puis là, après ça, quand tu fais ton modèle, puis ça a l'air de fonctionner, puis après ça, tu réalises le test physiquement dans la vraie vie, puis que ça donne, comme le modèle le prédisait, c'est le meilleur feeling Ouais, c'est ever. vraiment Là. satisfaisant. C'est comme, Mhm. c'est comme je Mais- le savais. T'sais. Mais c'est des fois, ça. ça marche En plus pas. que nous, ce qui est encore plus satisfaisant, tu sais, c'est que le modèle, on a fait ça, il n'y avait rien de dessiné encore, là, aucune pièce, parce que c'est ça qui va décider ça va être quoi, les pièces, ils vont ressembler à quoi, tu sais. C'est comme ça un peu Ouais. qui drive le design. Fait qu'en plus, que genre, aussi, tu sais, on a fait des modèles parallèlement finis sur plusieurs pièces, puis un peu sur la combustion, là. Mais c'est juste que, tu sais, quand tu as comme autant de temps passé sur un truc, puis il y a comme plusieurs trucs qui sont modélisés, puis qu'au final, tout finit par à peu près marcher, c'est vraiment, vraiment cool. Tout converge finalement, c'est ça. Ouais. Tous tes Ouais. modèles convergent vers une solution Puis qui c'est aussi marche. que, tu sais, il y a une notion beaucoup de temps là-dessus, là. Tu sais, tu passes Ouais. 100, 200 heures à faire le modèle, après ça, tu passes 300, 400 heures à faire le dessin, puis en plus, tu viens comme sur ces pièces-là, tu vas faire des analyses qui vont prendre encore plus de temps. Fait que là, avant de les voir, là, ces trucs-là, tu vas travailler vraiment longtemps dessus. Fait que quand tu les reçois dans tes mains, puis que tu le truc, puis que ça marche, là,
C'est vraiment satisfaisant. Est-ce que vous avez fait des modèles d'écoulement d'air aussi, genre des CFD ou des trucs comme ça? Ouais, on a essayé. Ça a donné des choses qui étaient probablement pas très pertinentes. Fait qu'on a un peu laissé faire parce que c'était vu qu'on avait comme déjà le modèle à l'arrière qui backait, ben c'était moins pertinent un Ouais. peu. Ok. Mais c'est aussi qu'on avait peut-être moins les compétences. Là. On a moins poussé ça dans notre bac, la CFD puis les FEA. Ouais. Moi aussi, nous aussi les CFD, c'était plus un objet de cours à option ou de maîtrise. Mhm. Là. Il y en avait Ouais, Ben, ça. c'est un art, là. Tu peux, tu sais, comme faire Ouais. du CFD ou n'importe quel élément fini, puis dire être confiant de ce que tu fais. Mhm. Dès que c'est un problème qui est un peu plus compliqué que tirer sur un bloc carré, là, Mhm. ça prend quand même de l'expérience, En fait, puis je dirais que ce qu'on a vu au bac, en fond, là, c'est que faites bien attention à ça parce que c'est facile d'avoir un résultat qui semble super, super réaliste puis que c'est en fait vraiment, vraiment faux puis que ton Ouais. design il est vraiment pas bon, tu sais. C'est C'est ça le qu'on a vu au piège. bac, de genre, prenez ça avec des pincettes, faites Ouais. attention puis c'est plus complexe qu'il n'y paraît, là. Ouais, c'est tellement. C'est ça, c'est un piège. C'est un énorme piège. Là. Puis, comme Mm. beaucoup d'autres modèles aussi, tu sais, justement, comme tu l'as mentionné tantôt, ton MATLAB, ben là, ça fonctionnait, ça matchait, mais mettons que finalement, il y avait des contraintes ou des hypothèses que tu as faites qui finalement n'étaient pas ah vraies. oui, Tu les sais, hypothèses, c'est c'est hot. ça. Des C'est ça. hypothèses, tu sais, c'est primordial. Là, tu sais, je pense qu'il faut, tu sais, faut en faire dans tous les domaines. Tu sais, Mhm. pas juste génie, là, n'importe quoi. Il faut tant que tu partes avec une hypothèse quand tu essaies de penser à quelque chose. Tu te dis, ah ben, la température de l'air dehors va être temps, puis on va partir avec ça, puis après on l'ajustera. Mais si au final ton hypothèse n'était pas bonne, il faut que tu reviennes en arrière puis tu le corriges. Genre, c'est comme Mhm. hyper important. Mhm. Sinon, tu sais, c'est ça. Sinon, Puis la capacité aussi de ça donne savoir rien. avoir une petite analyse sur tes hypothèses en disant est-ce que ça a du sens ou pas, c'est déjà quelque chose à Ouais. développer aussi. Ah ouais. Mais Ouais. alors, j'ai mangé mon dé. C'est correct. J'espère que elle était bonne. Ton- Au coup. Fait que il y a un autre sujet à parler quand tu as juste mentionné rapidement quand tu reçois tes pièces puis que t'es assembles puis t'es content. Je voulais vous Ah, demander, est-ce que les pièces dans le fond là-dedans, tu sais, on sait tous que l'aéronautique, il y a souvent des tolérances très serrées là-dedans. Fait que tout ce qui va dans l'espace Ouais. d'habitude, ça demande des pièces qui peuvent coûter cher puis qui sont particulières à usiner, à fabriquer, mhm. tout ça, étant Mhm. mécanique, tu sais, on parle le même langage là, quand on parle de pièces à usiner. Là. Oh oui. Peut-être les auditeurs qui sont pas là-dedans, ils savent moins, mais donc c'est quoi les tolérances? Avez-vous des tolérances plus serrées dans les pièces que vous avez? Y a-tu des Euh, pièces vraiment uniques? Y a-tu des trucs vraiment, ben, vraiment spéciaux ou c'est assez standard? tu sais, de base, c'est pas un turbofan, là. C'est pas un moteur d'avion, un avion de ligne. Fait que c'est un peu moins complexe, mettons, en termes de géométrie, en termes de tolérancement, puis ces affaires-là. Puis Ok. juste le Euh, nombre de pièces aussi, là. Je veux ouais. dire, il y a remarquablement peu de pièces dans un moteur de fusée hybride. C'est sûr que là, nous, il n'y a pas de pompe, il n'y a rien, parce qu'à la seconde que tu mets ce genre d'élément-là, ça devient un enfer, là. OK. Ça devient Mais plus c'est ça, il y a peu de compliqué pièces. à faire. Ça fait partie, en fait, mettons, quand tu commences à rajouter des pompes puis des turbopompes, là, tu sais, quand tantôt on parlait du scale-up et les difficultés, Ouais. c'est ce genre de trucs-là qui apparaissent. Ah, c'est ça. Ouais. OK. Fait que là, vous gardez ça en étant plus petit, en Ouais. étant niveau Ouais. 1 ou 2. Je sais pas quel niveau vous êtes. Ben, ce moteur-là, Pas ouais, d'autorisation. je pense que c'est l'équivalent d'un niveau 3 que ça prendrait pour l'opérer, pour l'acheter. Mais je veux dire, c'est nous qui l'a fabriqué, fait que, puis on le fait pas voler en ce moment, fait qu'on est correct. OK. Fait que là, c'est surtout pour faire voler, c'est pas nécessairement pour le fabriquer. C'est quand tu veux faire Non, voler exact. ou acheter. Ouais, C'est là que Un ça truc rentre en ligne commercial. de compte Ouais. les niveaux. OK. ouais. OK. Mais Puis, ouais, pour revenir à ta question là, de machinage et tolérancement, Mhm. Géo de tolérance, c'est pas si pire que ça. Tu sais, je pense que nous autres, c'était dans le coin de. Je pense que nos tolérances générales, là, c'était genre du 0.05 mm, 0.1 mm, pas mal partout, Ouais. tu sais. Puis tu sais, c'est pas mal ce qu'on retrouve en entreprise pour n'importe quelle pièce fonctionnelle, là, souvent. Ouais, Là. ouais. ouais. Puis je dirais que le pire, c'était certain, tu sais, c'était avoir des beaux finis de surface quand c'était les joints d'étanchéité. Ah ouais, Puis au niveau des joints d'étanchéité aussi, ça prenait des tolérances, là, genre 3 chiffres après le point là, en millimètres. Là. Fait que, quand même. tu sais, ça devenait plus important, mais je veux dire, c'est sur des cylindres, des affaires comme ça, fait que c'était Puis, pas particulièrement fou, mettons. fait que ça, c'est pour les tolérances. Puis sinon, ben, je pense qu'il y a une petite question sur la complexité des pièces. Là. Mhm. Ben, nous, c'est toutes des pièces custom qu'on a faites sur mesure Ouais. pour le moteur. Il y a beaucoup d'universités ou d'équipes de fusées qui font un peu genre à FNAF, achètent des pièces, puis ils en font d'autres par eux-mêmes, puis ils essayent de trouver comme
sauver des coûts et du temps un peu par ça. Nous, vu qu'on avait le temps puis que c'est un projet scolaire puis que le but c'est de faire un peu le truc qui marche le mieux, on a vraiment été comme all-in sur le custom. Fait que ça a coûté quand même cher, mais au final, c'est vraiment satisfaisant. Il est fait pour ça. Ouais. C'est ça, ouais, excuse, ouais, c'est comme, on a 100% fait ça comme la conception nous-mêmes au final. Ben, il a fallu quand même qu'on fasse des modifications sur, mettons, ce qu'on pensait à la base, parce qu'il fallait que les pièces soient fabricables, puis qu'on puisse les usiner, puis qu'on l'ait à monnaie dans nos mains. Ouais. Parce que c'est sûr que ce qui est spécial dans un projet d'école comme ça, que tu veux faire fabriquer tes pièces, ben, quand tu fabriques une pièce, tu la dessines, il faut qu'elle soit fabricable par comme l'usine où tu vas la faire, mais nous, on est comme pas au courant de c'est qui va la faire. Fait qu'on essaie de la faire comme on veut, puis après ça, on essaie d'ajuster le design. Après ça, c'est selon qui te répond, qui te dit nous, par contre, on a ces équipements-là, ça c'est un petit peu trop gros, on est capable de. Fait que là, tu fais des trade-offs un peu. Ouais. Ok, fait que vous faites vos pièces, c'est ça, de manière générale, après vous l'envoyez. Fait que c'est particulier. Fait que ce que vous dites, c'est que vos pièces, ça arrivait quand même souvent. Vous étiez quand même limité par les capacités. Non, c'est ça. Tu sais, Fred, il y a eu quoi? Une vraie modif qu'on a faite? Ouais. Il y a eu deux vrais modifs. Une sur le réservoir, puis une sur le moteur. Ben, celle sur le moteur, ça a été une modif de genre de genre 1.5 mm. Fait que c'était pas tant. Mais ça nous a même avantagé finalement. En fait, le moteur est plus léger. Je parle plus mettons, en back and forth avec le manufacturier, mettons. En démarche de changement, je dirais. Ouais. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est aussi les projets Swingback, comment ça marche à l'université, on n'est pas subventionné par l'université. Fait que ils nous donnent pas d'argent, puis c'est nous qu'il faut qu'ils trouvent tout l'argent avec des commanditaires, avec des commandites matérielles. Fait que souvent, justement, t'arrives pas avec le gros bout du bâton en disant je te paye ça full pin. T'essayes arrivant comme on n'a pas d'argent, fait que si vous pouvez nous le faire gratuitement, puis on va vous poster sur Facebook sur notre page, ça serait vraiment gentil. Genre. Fait que t'essaies de t'adonner avec eux autres pour faire en sorte que si eux sont plus capables de faire comme ça, puis que c'est moins de trouble pour eux autres, ben tu vas le faire. T'sais. Ouais, parce que vu qu'ils t'aident tellement. Là. Ouais. Parce que ça reste que le moteur, mettons, le projet a coûté environ 30 000 $. Fait que. Quand même. Tu sais, mettons, on a là-dedans des pièces de rechange, puis peut-être des dépenses qui, après les avoir faites, sont un petit peu inutiles. Parce que c'était mais si on avait eu un problème, on aurait été content. C'est ça. Mais tu sais, mettons, des pièces comme la tuyère, c'est presque comme quelque chose comme 2000 $ pour une tuyère. Tous les morceaux là, qui composent notre tuyère, mettons. Ah ouais, c'est vrai que parce que c'est des matériaux spéciaux pour pas se déformer avec la température, puis ainsi de suite. Là. Ah, ok. C'est pour ça. Fait que là, les fournisseurs à trouver pour ça, ça doit être quand même compliqué, d'abord. Ouais. Puis à la fin, tu t'en vas, là, c'est aux États-Unis, fait que là, t'as le terrible fléau du dollar US qui fait que ça te coûte encore plus cher. Puis les temps de livraison, que dans le fond, il faut que tu finisses ton projet d'ici Noël, fait que si tu fais pas ça trop d'avance, ben t'auras juste pas de projet parce que tes pièces seront pas livrées. C'est vrai que c'est spécial. Ouais, c'est une contrainte particulière, le fait que vous devez le fabriquer aussi. Nous autres, c'était juste la conception, fallait livrer les plans à la fin, puis c'était fini, fallait pas le faire, mais vous autres, vous devez vraiment le faire. Fait que, c'est ça qui fait en sorte que le projet, c'est là que tu t'impliques encore plus parce que tu vas le faire pour de vrai. Pas le choix, là, ouais. C'est la beauté et la complexité du projet, là. C'est fou pareil, ouais. C'est vraiment intéressant de voir à quel point. Je pensais pas que c'était cher comme ça, puis c'est fou qu'ils vous laissent vous-même aller trouver vos commanditaires puis arranger. Il y a des équipes qui sont une trentaine dans l'équipe puis qui font un char complet, fait que nécessairement ça va leur coûter plus cher. Nous, on a un système, je dirais pas qu'il est simple, mais il n'y a pas beaucoup de pièces en mouvement. C'est des pièces qui n'ont pas besoin de trop gros niveau de tolérance. Puis que nous, on était un peu fancy puis on a pris des trucs custom qui ça coûtait plus cher, mais tu peux t'en sortir sans que ça te coûte trop cher. C'est vraiment en fonction du projet, mais tous les projets Swingback ne sont pas subventionnés par l'université. Est-ce que ça commence à achever, je commence à être à court de questions à vous poser parce qu'on a tellement parlé de sujets différents, c'est vraiment intéressant, mais l'émission s'appelle quand même Accès Innovation. J'essaye quand même d'avoir des sujets innovants. Je sais que dans notre cas, c'est peut-être moins le cas, mais j'aimerais quand même poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose... Mais là, on vient d'entendre que la fusée est custom à 100%, ça c'est quand même un aspect vraiment unique, mais est-ce qu'il y a des aspects innovants dans votre fusée ou des affaires plus différentes d'autres fusées? Peut-être des moteurs hybrides aussi, puis sinon, c'est vraiment pas grave parce que juste le fait d'en parler et d'avoir cet accès-là à la conception d'une fusée, c'est déjà incroyable. Monsieur Alémil ou... pour vrai, là, c'est notre premier moteur. La technologie existait déjà. Puis
on n'est pas rendu encore à dire hey, on essaye-tu cette bébelle-là d'un coup que ça nous aide. Fait que je dirais pas qu'il est innovant notre moteur. Tu sais, c'est un moteur hybride. Il est fait pour notre fusée puis tout, mais c'est pas une Ouais. innovation. Tu sais, y a pas, on va pas amener, on n'amène pas en ce moment quelque Ouais. chose tu sais, qui est de nouveau pour les moteurs hybrides. C'est pas une preuve de Euh, concept d'une nouvelle technologie, là. Pas du Ouais. tout. Là. Non, c'est ça. Là. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le moteur hybride? On les voit de De plus en plus, plus pour en vrai. plus. Un exemple, l'exemple connu, il y a Virgin Galactic qui en utilisait un, qui en utilise encore un. Ça, Mais juste pour que les gens ils se souviennent un peu, là. Il y a à peu près un an, il y avait comme un gros avion qui lançait un plus petit avion qui avait un moteur de fusée à l'arrière de l'avion, puis ils sont allés comme dans l'espace, sont revenus. Je sais pas si ça dit quelque chose, Émile. C'est Virgin Ouais, moi, Galactic. ouais, j'ai entendu parler de ça. Puis ça fait longtemps que Virgin, j'entends parler de leurs aventures. Là. C'est Mhm. Richard Branson, je pense, là, le Exact, propriétaire. Là, on peut dire un peu excentrique, mais pas tant que ça. Là, Oh oui. Quand moins même, je comparé pense. à d'autres. OK. Ouais, Puis en lui, tout c'est cas, ça lui. pour dire, Ouais, ouais. vas-y. Sans entrer dans une ligne éditoriale comme on l'a fait plus tôt, là, mais parce que le moteur à Ouais. l'arrière du petit avion qui va dans l'espace puis qui revient, c'est un moteur hybride. OK. Mhm. Fait que c'est une Puis, technologie relativement nouvelle, c'est ça, les moteurs hybrides. C'est pas ouais. nécessairement vieux comme des Ben, moteurs de la NASA des ouais, années c'est ça. 60. Oui, c'est quand même nouveau. Tu sais, il y a énormément de moins de littérature sur le sujet. En termes de grosse littérature, là, quand, de course à l'espace, il y avait moteur solide puis liquide. Hybride, c'était même pas encore discuté. Mhm. Puis, tu sais, même plus proche de nous, il y a une compagnie québécoise, là, Reaction Dynamics, qui a pour mission d'être la première compagnie qui peut lancer des satellites au Canada. Puis eux, leur moteur, c'est un moteur hybride. Les autres, ceux qui ont fondé ça, c'est des anciens étudiants qui étaient dans des clubs de fusée comme nous. Là, ça fait déjà plusieurs années que ça roule. Ouais. Puis eux autres, c'est un moteur hybride. Là, puis en tout cas, on sait quelque chose d'innovant dedans parce que de dire qu'ils font une fusée orbitale avec un moteur hybride, ça, vite de même, j'ai pas d'exemple de véhicule orbital qui utilise ce type de technologie-là. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant. Puis c'est aussi, j'aimais beaucoup, tu sais, le moteur hybride, c'est comme on l'expliquait comment, dans son architecture, c'est vraiment le milieu entre comme solide puis liquide. Fait que, tu sais, mettons, si on voyait SpaceX qui met des satellites dans l'espace, comme, mettons, un bus ou un train, le train, il passe, c'est pas trop qui choisit l'horaire, c'est lui qui passe quand il passe, tu mets t'embarques ou t'embarques pas si tu veux, tu sais. D'avoir une catégorie de fusée qui est un peu plus petite, mais qui peut, que comme c'est la personne qui fait le satellite qui dit, ben, je veux lancer cette date-là, puis avoir comme l'équivalent plus d'un taxi que d'un train, que tu as comme ton Ouais. transport personnalisé qui est plus pour une charge utile, mais que tu as plus de contrôle sur les échanges, ben, c'est nécessairement quelque chose qui peut Puis, attrayer du monde. Tu sais. puis puis aussi qui est une plus petite charge utile. Tu sais, comme C'est ça. tu sais, moi, il y avait l'histoire des CubeSat. Tu sais, ils sont tout petits, mais ils sont lancés en grosse batch. Ouais. Puis souvent, c'est dans des missions de ravitaillement de la station spatiale. Mhm. OK, mais tu sais, pour des plus petits satellites de plus petites compagnies, ça devient probablement, tu sais, sans connaître le marché puis tout, là, ça devient plus difficile de dire, ben, on réserve une place sur un lanceur, justement, comme ULA ou SpaceX, que là, tu te dis, ben, si tu as des plus petites compagnies, genre, je pense qu'il y a Firefly, entre autres, là, qui a commencé pas mal. Rocket Lab Puis, font ça ben, aussi, il me juste semble. Rocket Lab aussi, là, juste Rocket Lab aussi. Mais avec ces nouveaux petits lanceurs-là, comme plus abordables, entre guillemets, qui n'ont pas le même genre d'objectif en termes de charge utile à transporter, ben là, c'est sûr que les moteurs hybrides, comme Fred, je pense que tu allais dire, ben les moteurs hybrides deviennent intéressants parce qu'ils sont peut-être moins performants, mais pour ce genre d'affaires-là, ils peuvent faire leur job. Mon ami Samuel Lemieux, à l'épisode, je pense, 9 d'Accès Innovation là, sur le Canadarm, il a fait un segment sur le bras Ok, ouais, canadien. ouais. Et je pense qu'il a parlé je pense que c'est le Space 2.0 qui a appelé ça. Là, c'est genre de mouvement d'accessibilité vers l'espace, justement. Que de plus en plus, c'est ça, il y a comme un marché qui se crée pour les compagnies qui sont pas des gouvernements là, pour aller dans l'espace puis mettre des satellites ou mettre des choses Exact. ou aller faire des études. Fait que je trouve que ça rejoint vraiment. Puis, Ça nous- c'est vraiment un truc qui est mondial. Là. Je sais que, mettons, en Europe, il y a 3-4 compagnies qui sont en train d'émerger aussi comme ça, de développer leur propre lanceur de plus petite taille pour justement faire une solution plus personnalisée pour lancer des satellites. Fait que, tu sais, c'est vraiment un cadre où, si tu réussis à avoir des bonnes performances, ton moteur hybride, il pourrait être très pertinent.
Ouais, c'est vraiment intéressant, effectivement. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence. J'ai vraiment adoré comment on avait quand même une colonne vertébrale là, au podcast, mais on n'arrêtait pas de partir dans plein de Ouais. directions, plein de sujets très détaillés, puis je pense que c'est important de voir, dans le fond, comme je disais au début, derrière le rideau, là, vers la conception d'une fusée, puis là, c'est d'un moteur hybride. Tout Merci ce qui beaucoup. l'entoure, en effet. Ouais, c'est Puis ça. aussi, tant qu'à ajouter, Ignitus a une page Facebook où on publie quand même souvent des commanditaires, des tests, des photos sur qu'est-ce qui se passe. Fait que si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait, les vidéos des tests de ce qu'on discutait durant le podcast, ben, ça va aller sur la page Facebook de Ignitus. Je vais mettre le lien aussi, d'ailleurs, dans la description du podcast de ça. Parfait. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci encore pour votre présence, Émile et Fred. Un gros merci à toi. Merci beaucoup. Yes. Et merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.